Bonsoir, mardi 21 septembre 2021, 21h, 23h, carte sur table, débat politique sur STV. Heureux de vous savoir à nouveau nombreux pour regarder ce programme. 3 thèmes, 2 petits sujets de commentaires, 4 invités, 5, avec Désiré Alain Lélé qui sera d'un moment à l'autre du côté de New York aux États-Unis. D'abord, à propos des thèmes, on parlera de la crise sécuritaire qui, comme vous le savez, on observe une montée en puissance des forces exogènes, aussi bien à l'extrême nord Cameroun. D'ailleurs, l'armée, dans un communiqué, parle d'une alliance entre le groupe Boko Haram et des groupes intégristes venant d'un peu plus à l'intérieur et d'autres continents d'ailleurs, tout comme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'armée révèle de nouvelles alliances entre les séparatistes camerounais et certains autres séparatistes des pays limitrophes. On observe donc cette montée en puissance, l'utilisation des roquettes, des mines interpersonnelles du côté des séparatistes. C'est une nouvelle donne, selon un communiqué publié hier par le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Atonfak. On parlera également, et c'est dans la même mouvance, du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, qui est à Buea depuis cet après-midi. Dès demain, ils vont entamer un ensemble de discussions avec des personnalités, les autorités et les élites de cette zone-là. Évidemment, c'est toujours dans le cadre, et là on parle davantage de l'évaluation et certainement de l'implémentation d'une meilleure façon des résolutions du grand dialogue national. D'ailleurs, Elie Smith, tout à l'heure, sera également du côté de Buea pour nous faire le point de cette sortie. On s'interroge donc, Joseph Diongouté, mission suicide dans le sud-ouest, c'est moins une interrogation qu'autre chose. Et puis, renouvellement des organes de base du RDPC, incompréhension. À New York, on aura, je l'ai dit, Désiré Alain Lélé, qui est nouvellement élu président de la sous-section RDPC Nord-Est, à New York. Mais sur ce plateau, je dis bonsoir à Maître Georges Teghem, du RDPC. Bonsoir Dipita, bonsoir au panel, bonsoir à vos téléspectateurs toujours aussi nombreux. Merci de m'avoir convié à cet échange. Et j'espère que nous avons apporté un éclairage productif pour l'unité nationale. Vincent Yédé, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. BCRN, Paul Youm, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir au panel. D'entendre, je salue toutes les forces armées de défense, notamment la marine nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, le B, la garde présidentielle et toutes les autres forces de sécurité et de défense du territoire camerounais. AFP, et puis enfin Cissé Bamanga, nouvellement inscrit auprès de Issa Tiroma Bakari ou alors de son parti politique, le SNC. Bonsoir. Ok, je croyais que vous avez du mal à citer ce parti politique qui est dans l'arène depuis. Je salue comme ça tous les militants du FSNC qui sont nombreux dans le monde, parce qu'on a tendance à oublier que c'est un parti politique qui existe aussi. Maintenant, je pense qu'on va redimensionner ce parti, on va rehausser. Quand je dis on, je ne parle pas de moi seul, on est nombreux. On va se mettre au travail pour que le parti rehausse ses couleurs et devienne un parti 2.0, comme nous parlons aujourd'hui de la dimension digitale. Je salue tout le monde qui nous regarde. On prend la transition, on va tout de suite du côté de New York, d'ailleurs, pour commencer l'émission avec cette actualité-là. Désiré Alain, bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir Désiré Alain Lélé, qui est, je l'ai dit, le président de la sous-section RDPC Nord-Est, c'est à New York, aux États-Unis. Est-ce qu'il est en ligne? On l'a eu tout à l'heure. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Merci de me recevoir sur votre plateau aujourd'hui, depuis les États-Unis. Je suis ravi, n'est-ce pas, d'être là ce soir. Et étant donné que vous êtes un grand journaliste, c'est un plaisir, n'est-ce pas, d'être sur votre plateau ce soir. Ben, ça se voit bien qu'on vous prend pratiquement sur le chemin de vos occupations. Alors, on va aller un peu assez vite. Dites-nous, le renouvellement des organes de base se déroule également ou s'est déroulé également là-bas. Vous êtes nouvellement élu.
On parle de potentielle fraude aux élections là-bas au sein du RDPC. Comment s'est passé le renouvellement des organes là-bas? À New York notamment, vous êtes. Eh bien, comme sur le territoire national, nous avons, n'est-ce pas, procédé au renouvellement des organes de base ici à New York et partout aux États-Unis. Vous savez que nous avons aussi aux États-Unis une grande section. Cette section a 4 sous-sections. Et lors du renouvellement des organes de base, nous avons eu, n'est-ce pas, à procéder aux élections. Et comme vous le savez, il y a la pandémie et le comité central a décidé que ces élections, compte tenu du fait qu'aux États-Unis, les regroupements sont réduits, il fallait donc trouver un autre procédé. C'est ainsi que le comité central a décidé de procéder à ces élections par Zoom. Alors, nous avons eu, n'est-ce pas, le privilège d'avoir le ministre, M. Ngongomou, qui était, n'est-ce pas, le coordonnateur de ce processus ici aux États-Unis. Dans l'ensemble, je dirais que ce processus s'est déroulé dans les meilleures conditions. Et c'était plus de peur que de mal parce qu'on ne savait pas comment il allait se dérouler par Zoom. Mais il a eu bel et bien lieu. Et à l'issue, n'est-ce pas, de ce processus, nous avons eu, n'est-ce pas, 4 nouveaux bureaux des sous-sections. Et moi qui vous parle, j'ai été, n'est-ce pas, candidat à la présidence de ma sous-section. Au terme, n'est-ce pas, de ce processus, j'ai été élu président de cette sous-section, étant donné que j'étais déjà vice-président de cette sous-section. Alors, je dirais que ce processus s'est bien déroulé. Il y a eu une participation massive des militants de notre parti ici aux États-Unis. Vous savez, nous avons beaucoup de militants. Et lorsque les élections ont eu lieu, elles ont eu lieu, n'est-ce pas, par État. Nous avons l'association de New York, qu'on appelle l'association Nord-Est. Nous avons l'association de Mid-Atlantique qui se trouve à Washington. Nous avons la sous-section d'Atlanta et l'association de Houston. Alors, nous avons commencé par la sous-section de Houston, ensuite par l'association d'Atlanta, et après nous avons procédé avec les élections de la sous-section de New York, et ensuite, en dernier lieu, nous avons procédé avec les élections de la sous-section du Mid-Atlantique. À la fin de ce processus, n'est-ce pas, électoral, qui avait lieu dans les sous-sections, nous avons ensuite, vendredi, le 18, voté, n'est-ce pas, pour le bureau de la section. Parce que vous savez, conformément au texte de base du parti, ce sont les bureaux des sous-sections qui votent pour le bureau de la section. Alors, au niveau du bureau de la section, nous avons eu, n'est-ce pas, la réélection de Mme Tanfou comme étant présidente de la section. Voilà ce que je peux dire. Néanmoins, n'empêche, on va peut-être sortir par là. Sur le processus du renouvellement des organes de base. N'empêche qu'au début, au lancement de ce processus, on nous signalait quand même quelques inquiétudes quant au déroulement serein de ces élections-là. Vous dites que finalement, tout est bien qui finit bien, c'est cela? Vous savez que lorsqu'il y a un tel processus, c'est un processus qui attire souvent beaucoup, n'est-ce pas, de problèmes. Il y a des gens, parfois des mécontents. Il y a des militants qui, parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions, leur liste ou bien leur candidature va être rejetée. Alors, étant donné que leur candidature est rejetée, ils font, n'est-ce pas, des problèmes. Ils sont mécontents. Mais ce que je dirais, en général, c'est que vous savez que notre parti, c'est un parti où il règne, n'est-ce pas, la démocratie. Lorsque vous lisez les textes de base de notre parti, un des principes fondamentaux, n'est-ce pas, de notre parti, c'est le principe démocratique. Alors, il y a, n'est-ce pas, un débat contradictoire qui est suscité au sein du parti. Alors, lorsque nous avons un processus comme celui-là, vous savez que
il y aura, n'est-ce pas, plusieurs candidats qui seront en liste et, bien entendu, au terme, n'est-ce pas, de l'élection, il y a un gagnant et des perdants. Et vous savez que lorsqu'il y a des perdants, il y a toujours des plaintes. Mais ce que je dirais, c'est quoi? C'est que j'apprécie le fait que le comité central ait donné la possibilité, n'est-ce pas, aux organes de base d'organiser eux-mêmes, n'est-ce pas, leurs élections. Parce que, en ce qui concerne, par exemple, les élections des sous-sections, ces élections ont été organisées par les sections. Ensuite, en ce qui concerne les élections des comités de base, ces élections ont été organisées par les bureaux, n'est-ce pas, des sous-sections. Parce que vous savez, pour avoir une sous-section, il faut avoir des comités de base. Et pour avoir une section, il faut avoir des sous-sections. Donc, le comité central a décidé que ça devait être les sections qui devaient organiser, n'est-ce pas, les élections dans leur cadre, n'est-ce pas, de commandement. D'accord. Et les sous-sections devaient aussi organiser les élections sur leur territoire. D'accord. Et même au niveau, n'est-ce pas, des comités de base, ça devait se faire ainsi. Donc, voilà comment ça se fait. Et le coordonnateur qui a été mandaté ici pour organiser les élections, le processus, a été, n'est-ce pas, là pour contrôler que le processus se déroulait, n'est-ce pas, conformément aux règles du parti. À la fin, n'est-ce pas, du processus électoral qui a eu lieu au niveau des sous-sections, il se trouve que le coordonnateur a repris la main en organisant les élections au niveau de la section. Et l'observation que j'ai faite, c'est quoi? C'est que il y a eu, n'est-ce pas, une commission qui a bien organisé les élections et tout cela, toutes ces élections se sont déroulées par Zoom. Les militants ont participé activement au processus démocratique qui a eu lieu dans le parti, au sein du parti. Et je salue, n'est-ce pas, la grandeur, n'est-ce pas, des militants qui ont démontré leur compréhension Merci. par rapport au démocratique et électoral qui a eu lieu dans notre parti. Merci infiniment, Désiré Alain Elelelele, pour ce point du renouvellement des organes de base via RDPC à New York, notamment dans le nord-est. Je crois que c'est l'une des sous-sections des États-Unis. Merci vraiment de nous avoir fait le point de cet élément-là et nous avons envie de vous féliciter, vous souhaiter bonne continuation dans cette mission. Excusez-moi, je vous entends pas bien. Hein. Non, je vous disais merci de nous avoir fait le point de ce qui s'est passé de votre côté là-bas. Je vous en prie, monsieur. Mais merci de m'avoir fait intervenir par rapport à cela. Bonne continuation. Autour dans ce plateau, on va peut-être dire aussi un mot, peut-être loin de New York, avec ce qui se passe plus localement. D'ailleurs, Georges Teghem, je crois savoir qu'en ce moment se déroule le dépouillement, ou alors on annonce les résultats de ces récentes élections dans le cadre du renouvellement des organes de base du RDPC, dans le Vouri notamment. Je crois que l'Engem l'a pas rempli à Vouri premier. Vous avez les premières tendances ou alors les premiers résultats? Écoutez, je ne suis pas habilité à donner les résultats. Il y a un organe habilité à donner les résultats. C'est pas moi. Certes, je suis du RDPC. J'ai un peu, si vous voulez, une tendance, mais il me semble que la logique aurait voulu que je respecte les personnes qui sont désignées pour proclamer les résultats. Je vais donc rester prudent ce soir, en souhaitant que toutes les personnes qui se seront battues pour remporter ces élections soient reconnues à leur juste valeur et que tous les militants respectent les résultats issus du scrutin. Ça n'empêche pas que les autres panélistes s'expriment, tout au moins en tant qu'observateurs. Écoutez, c'est leur droit le plus absolu, même si, quelque part, je pense quand même que les choses qui concernent le RDPC concernent avant tout ces militants. Non, pas du tout. Plutôt, Bon, c'est le parti au pouvoir, parti proche du pouvoir, comme vous voulez, mais c'est certainement... Nonobstant ce que je dis, nous respectons la démocratie et le droit des uns et des autres de s'exprimer librement dans un contexte comme le nôtre. Si c'est un mot, regarde ce qui s'est passé de tout au long de ce processus-là. Écoutez, je ne suis pas du RDPC, bien que nous sommes un parti allié. Nous avons observé ces élections. Bon, aujourd'hui, je suis content que certains amis à l'intérieur du parti, parce que
Je dis toujours que la politique, c'est pas la bagarre, la politique, c'est pas la haine. Je souhaiterais par exemple voir Maître Teguem briguer un mandat que quelqu'un que je ne connaisse pas. Bon, moi maintenant, aujourd'hui... Était-il candidat? Non, c'est un exemple que j'ai donné, c'est un exemple. Moi aujourd'hui, je pense que ceux qui sont aux affaires se concentrent à travailler pour le Cameroun parce que nous tous autour de cette table, nous travaillons pour un seul pays, c'est le Cameroun. Vincent Yende, ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans ce cadre des élections du renouvellement des organes de base du RDPC. Bon, on peut quand même observer que le RDPC a occupé le devant de la scène depuis quelques semaines avec ces élections. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des grincements dedans. C'est-à-dire que même à l'intérieur du RDPC, il y a eu des luttes très farouches, n'est-ce pas, pour des gens qui ont pris goût au pouvoir et qui savent ce que c'est. Ça n'a pas été facile entre eux. C'est dommage quand même parce qu'avec toute leur expérience, ils devaient nous servir, n'est-ce pas, un avant-goût de ce qu'on attend d'une élection transparente. Mais il y a des cas de fraude qui ont été décriés ça et là. Et, je n'en dirai pas plus. L'actualité récente nous montre des grincements dedans. D'ailleurs, il y a des militants qui ont occupé l'axe Yaoundé-Bafoussam, n'est-ce pas, pour déplorer les fraudes qui sont déroulées de leur côté là-bas. Et il n'y a pas que là. Il y a même dans l'Oignon et Kélé, il y a des gens qui se plaignent. Donc, nous avons observé à distance, n'est-ce pas, ce que le RDPC est capable de faire. Poléo. Déjà, je ne suis pas militant du RDPC. Je constate juste qu'il y a des organes de base d'un parti politique, notamment celui-là. Félicitations à ceux qui ont remporté les élections. C'est toujours important en tant qu'homme politique de se présenter, de savoir que nous sommes soutenus par la base. Donc, les affaires internes du RDPC, ça les regarde. Ce qui concerne les fraudes et autres, ce n'est pas une surprise. C'est comme ça que la machine fonctionne depuis longtemps. Donc, moi, je souhaite juste bonne chance à ceux qui conduisent leur parti. Et nous autres aussi, nous devons nous préparer à avoir des partis politiques tout aussi dynamiques pour être compétitifs en 2025. Si je reviens à vous pour un autre sujet qui vous tient néanmoins à cœur, la récente, je vais peut-être dire crise ou incompréhension, forte incompréhension qu'on observe au collège Mazénode, au centre d'un conflit interreligieux, pourrait-on dire, partant d'un élément qu'on aurait pu penser vraiment insignifiant, une écusson, qu'a relevé un imam, et puis c'est allé relativement dans tous les sens. Pourriez-vous nous en dire davantage? Écoutez, mon cher Dipita, quand cette affaire était encore sur la brûle, je pense que j'étais de ce côté-là, parce que pour dire vrai, ceux qui m'écoutent et qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça fait pratiquement moins d'une semaine que je suis revenu dans le littoral. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur ce genre de débat. J'ai envie comme ça de profiter sur votre antenne de dire à mes frères, le reste du septentrion, les élites, les personnes qui ont les moyens, que le Cameroun est un pays laïque. Et puis aujourd'hui, nous n'allons pas nous battre ou alors faire des débats de haine sur une écuisson. Je pense que nous, personnellement, nous les personnes du septentrion, nous avons les moyens aussi d'avoir des écoles aussi intelligentes, excusez-moi du terme, intelligentes, des écoles modernes. Et pourquoi ne pas copier les exemples d'ailleurs? Parce que quand vous venez inscrire votre enfant, par exemple, dans un collège, je peux appeler ça comment, dans un collège catholique ou dans un collège privé, vous voyez très bien ce qui est écrit là-bas. Cette affaire est partie dans tous les sens. Heureusement que le ministre Atangandi, une fois de plus, est venu adoucir un peu les choses du côté du Lamida, de Ngaoundéré, je le salue d'ailleurs s'il voit cette émission. Rapidement, je peux dire que, M. Dipita, nous avons besoin, nous aussi, d'avoir des hôpitaux, nous avons besoin, nous aussi, d'avoir des écoles. N'attendons pas forcément que le gouvernement vienne nous aider. Parce que quand vous allez, par exemple, dans nos villages ou bien dans nos petits coins dans le septentrion, vous trouvez, moi je l'ai dit tous les jours, vous trouvez dans un endroit, il y a 10 mosquées, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas une école. C'est problématique dans un monde moderne aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que si on n'apprend pas, si on n'est pas intelligent, comment pouvons-nous même prier?
Donc moi j'appelle comme ça un coup de gueule à mes élites et frères du Nord, concentrons-nous à aussi faire évoluer le Cameroun en participant, en construisant, c'est ce qui est mieux. Ne nous attardons pas, faisons très attention aux manipulations des réseaux sociaux, aux imams un peu radicaux. Nous n'avons pas besoin de ça. Le Cameroun est un pays où il fait bon vivre, mieux vivre ensemble. Maître Guem, un mot là-dessus? Écoutez, c'est quand même triste que l'on soit en train de discuter alors que la Constitution est claire. Le Cameroun est un État laïque. Nous devons respecter cette laïcité. C'est un produit, si vous voulez, de l'occidentalisation. La laïcité, c'est-à-dire la séparation entre l'Église et l'État. Nous voulons également féliciter le ministre Atangandji, toujours au service de la République, ce serviteur et ce vaillant soldat. Nous voulons remercier le travail qu'il accomplit dans l'intérêt de ce pays. Nous le rassurons de ce qu'il bénéficiera toujours du soutien de nous, les militants du RDPC, parce que lorsqu'on fait un travail comme ça, il doit être remarqué, il est remarquable. Et si Seba Manga, qui a été sur le terrain, vient de le relever, c'est un plaisir pour nous de savoir qu'il est resté républicain, il est resté laïque, et il faut également rendre un vibrant hommage à l'Église qui accompagne l'État, notamment en matière de formation de la jeunesse et en matière de soins de santé que l'Église distribue dans beaucoup de nos localités. Tout le monde, chacun d'entre nous connaît l'hôpital des Sœurs, chacun d'entre nous connaît les hôpitaux ou les écoles catholiques. Donc, nous voulons ici remercier l'Église pour le travail qu'elle accomplit dans l'intérêt du Cameroun. Vincent. La construction de cet établissement a été faite sur la base d'un compromis, n'est-ce pas, entre les musulmans qui étaient sur place et les chrétiens qui venaient construire cet établissement. Et l'engagement était ferme, n'est-ce pas, de prendre à l'intérieur de cet établissement aussi bien des élèves musulmans que des chrétiens. À partir de ce moment, le contrat de la laïcité était signé. Il n'était donc pas question que l'on vienne imposer pour cette rentrée scolaire uniquement, n'est-ce pas, des signes distinctifs que la communauté musulmane ne pouvait pas accepter. Donc moi je crois que c'était plutôt un problème de zèle, n'est-ce pas, d'un dirigeant qui venait d'être nommé et qui a cru devoir passer outre, n'est-ce pas, ce compromis qui avait été fait, et les dignitaires n'ont pas manqué de le lui rappeler. Donc on n'avait pas besoin de tout un ministre pour venir lui faire entendre raison. Donc je crois que le ministre de l'administration territoriale a mieux à faire que d'aller gérer un conflit entre un principal d'un établissement et les responsables religieux. Ils pouvaient très bien s'entendre, comme ça était le cas. Nous félicitons de ce que cela se soit bien achevé, mais nous réitérons le fait que le Cameroun, c'est un État laïque et chacun a l'obligation de le respecter. On ressort avec vous, Paul, sur cette question. À ce niveau, je voudrais dire que là, nous assistons à un cas, un écart, c'est un peu de l'intolérance, parce que moi, par exemple, qui ai fait un établissement confessionnel, je peux vous assurer que nous, lorsqu'il y avait le vendredi, dans les classes de première terminale, on disait d'aller au culte, que vous soyez musulman, on ne voulait pas connaître la religion, tout le monde allait à la paroisse à ce moment-là. Ceci, c'est pour dire que nous avons choisi de nous inscrire dans le cas de la laïcité au Cameroun. C'est quelque chose que nous avons développé. Pour une affaire d'insigne sur un écusson, je ne vois pas pourquoi il y aurait une telle dérive. Cela veut dire que l'imam qui est mis en cause dans cette situation, on peut le qualifier aujourd'hui quelqu'un qui est assez radical. Je crois qu'on devrait ramener la sérénité, la paix et rappeler les accords, notamment ceux que mon prédécesseur a appelés entre les deux communautés vivant à cet endroit. Puisque cet établissement, d'ailleurs, le nombre d'élèves musulmans dans cet établissement s'est multiplié au fil des années. Cela montre que c'est un établissement qui accueille non seulement les musulmans et les chrétiens de manière coordonnée, sans qu'il y ait un couac. Aujourd'hui, que ce soit un imam qui vienne soulever un tel problème, ça met quand même en difficulté. C'est la laïcité, mais je pense que les populations sont déjà là-bas assez matures. Et ces musulmans qui font confiance à cet établissement confessionnel chrétien pour y mettre leurs enfants, ils diront certainement qu'eux, ils ne veulent pas de problème dans leur région, ils ne veulent pas de problème dans leur localité. Cet établissement, il doit continuer à prospérer comme il a commencé à faire son travail pour l'éducation nationale. Transition, et on parle de la crise sécuritaire. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, dans un communiqué publié hier, le ministère de la Défense, à travers son porte-parole, reconnaît ou fait observer qu'il y a comme une montée en puissance des forces
qui s'opposent aux forces de défense et de sécurité nationale, aussi bien à l'extrême nord Cameroun que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec l'utilisation des armes de plus en plus modernes. Maître Tegem, pardon, cette situation-là vous surprend-elle? Écoutez, permettez-moi de commencer par présenter mes sincères condoléances aux familles du Diomaye Couvé, notamment à la famille des forces armées, par les événements malheureux de ces derniers jours. Lorsque vous demandez si la situation nous surprend, bien sûr que nous sommes surpris par, si vous voulez, la grave dérive qu'on peut observer vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité. Et je voudrais ici remercier le gouvernement de la République qui, par le ministre de la Défense, a communiqué. Parce que, voyez-vous, généralement, quand on parle de l'armée, on parle de la grande muette. L'armée, ça n'en parle pas beaucoup, l'armée, ça ne communique pas. Donc, je suis content de voir qu'au gouvernement, les mandataires, ou alors le mandataire, rend compte aux mandants, dont les Camerounais sont informés de ce qui se passe par un communiqué du ministre de la Défense. Ce qui s'est passé dans ces régions, ou alors ce que nos forces de défense ont subi il y a quelques jours, nous le regrettons et nous le dénonçons avec la dernière énergie. Il n'est plus acceptable que nos forces de défense continuent à subir, si vous voulez, l'intolérance ou alors la barbarité de quelques-uns. Cela doit cesser sans délai. Il faudrait bien que l'on comprenne que ce pays est le nôtre, il nous appartient tous et nous devons le bâtir. Et pour le bâtir, nous devons faire chorus, nous devons travailler ensemble, nous devons associer les forces de défense, les civils, les anglophones, les francophones, toutes les régions pour construire et bâtir cette nation. Il n'est pas acceptable qu'au Cameroun, certaines personnes pensent que l'on va faire fi du territoire de la République pour le diviser ou le scinder. Ce que je regrette également, c'est le soutien de certains partis politiques qui, au lieu de faire chorus, au lieu de s'associer au gouvernement pour régler cette crise, développent des comportements qu'il faut vraiment qualifier de regrettables. Il serait bien normal, il serait de bon ton que les citoyens camerounais se mettent ensemble pour combattre l'ennemi. Que les citoyens camerounais travaillent ensemble en cohérence pour pacifier notre pays. Il est le nôtre à nous tous. Et cette crise, nous sommes en situation aujourd'hui, je le dis étant militant du RDPC, nous sommes en situation de responsabilité, il nous appartient à nous de la régler. Mais au cas où nous ne serons plus en situation de responsabilité, quel que soit celui qui sera là-bas, il aura pour devoir de régler cette crise. Et nous, au RDPC, notre devoir sera de l'accompagner dans le règlement de cette crise. On met d'abord de côté l'ennemi, on règle nos problèmes internes. C'est comme ça que nous percevons cette chose, le règlement de cette crise. Et je rappelle encore une fois que l'armée est là-bas pour, si vous voulez, sécuriser et non dans une situation de guerre. L'armée est là-bas pour sécuriser et non dans une situation de guerre. Je le redis. Et pour terminer, le gouvernement n'a jamais choisi l'option de la guerre comme cela est indiqué. Le gouvernement a toujours privilégié en toutes circonstances et dès le début de la crise la voie du dialogue. Paul Youm, cette montée en puissance, notamment sur le terrain militaire, est-ce qu'elle vous surprend? Honnêtement, non. Non, pourquoi? Parce que dès lors que nous avons assisté à des assassinats lâches des représentants de l'État, notamment des autorités administratives, même des chefs traditionnels, et ensuite les attaques contre nos forces de défense et de sécurité, il fallait s'y attendre à ce que les acteurs du crime ne s'arrêtent pas là. Donc ce n'est pas une surprise pour moi qu'il y ait cette escalade. Ce qui pose problème aujourd'hui, notamment, nous l'avons relevé notamment au niveau de l'AFP, c'est la confusion qu'il y a entre le problème politique et le problème militaire. Nous devons sécuriser cette zone et c'est pourquoi nous disons les militaires sont dans leur bon droit de sécuriser ces zones, de faire tout ce qu'il y a pour sécuriser le territoire camerounais, d'utiliser tous les moyens légaux possibles pour sécuriser le territoire camerounais. Mais le problème politique, lui, demeure et c'est cette voie que le Premier ministre est sans doute allé essayer d'ouvrir à nouveau. Vous vous rappelez, nous avons eu à discuter ici du grand dialogue qui a lieu en 2019, dont nous nous attendions à une évolution sur le terrain. Malheureusement, nous constatons que sur le champ des opérations, il y a encore des gens qui posent des actes criminels, qui prennent le prétexte de
de la revendication anglophone pour poser ces actes. Nous dénonçons ces actes avec la dernière neige, avec la dernière fermeté, parce que aucune revendication ne justifie les crimes qui sont posés contre nos soldats. Nos soldats, ils mettent tous les jours au front pour protéger le Cameroun, mais malheureusement, eux, ils font le travail. Mais les hommes politiques, ceux qui sont aux affaires, ne font pas le travail. Et c'est là où nous impliquons justement le gouvernement. Nous leur disons, vous devez assumer votre responsabilité, parce que c'est dans la capacité d'un gouvernement à résoudre des crises comme celle-là qu'on voit sa force. Et c'est pourquoi nous avons dit, le président de la République qui a été élu notamment en 2018, en pleine situation où cette crise sécuritaire et revendication anglophone a commencé, puisqu'elle a commencé en 2016, ça fait déjà 5 ans, il devait faire au moins l'effort d'aller vers ces régions pour convoquer les gens, discuter là-bas avec les gens et essayer d'apaiser les tensions. Malheureusement, le président de la République ne s'est jamais rendu dans ces régions. Il a convoqué un grand dialogue qui, malheureusement, la façon dont le grand dialogue s'est passé, le contenu, tout le monde a apporté le plus qu'il pouvait donner, notamment les partis d'opposition qui étaient représentés, la société civile, les confessions religieuses étaient toutes présentes. Mais les résolutions, étant donné que c'était des recommandations qui allaient à l'endroit du président de la République, il y a eu la création de la commission du bilinguisme, il y a eu la commission de désarmement qui continue à faire son travail, mais malheureusement, on constate qu'il y a encore une ordre de criminels qui agit dans ces régions. Nous disons, l'État du Cameroun doit préserver son territoire, sa sécurité. C'est pourquoi nous disons que les forces armées qui sont sur place gardent le calme, gardent la sérénité pour défendre le territoire, mais surtout que les politiques fassent le travail, que le gouvernement apporte les réponses politiques à cette crise. Vincent, êtes-vous surpris? Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris par ce qui se passe parce qu'en réalité, c'est une construction. C'est une construction parce que au départ de cette crise, il y a des acteurs politiques, n'est-ce pas, qui en ont fait, n'est-ce pas, un véritable objet de marchandage. Il vous souvient ici là qu'il y a des gens qui parlaient du génocide que l'armée est en train de faire de ce côté-là. Il y a des activistes qui se sont insurgés contre les différentes actions de l'armée. Il y a des hommes politiques qui ont demandé le retrait de l'armée, finalement. Il y a des organisations internationales, n'est-ce pas, qui interpellaient l'armée tous les jours, qui interpellaient le gouvernement. Il y a des gens qui ont appelé l'ONU, il y a des gens qui ont appelé même, n'est-ce pas, à traduire auprès de la Cour pénale internationale les responsables de ce pays. Et du coup, ça a quand même eu un effet, n'est-ce pas, sur ceux qui avaient la responsabilité de prendre des décisions. En plus, tous les discours qui ont été tenus à l'endroit de l'armée, ça, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Quand l'armée d'un pays est sur un terrain des opérations, tous les acteurs politiques font chorus, n'est-ce pas, pour permettre à cette armée de faire le travail qui est le sien. Parce qu'en réalité, l'armée a besoin d'un moral de fer. Mais on a vu des gens qui ont tenu des discours, qui ont même appelé, n'est-ce pas, les membres de cette armée, les forces de défense à démissionner. Tout cela, donc, a fait qu'à un moment donné, il y a eu un bémol sur les différentes actions qui devaient être menées. Également, au niveau de la réaction de l'État, du gouvernement, on ne comprend pas que, malgré les différents appels, à ce jour, on n'a pas pu inscrire cette question à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des frustrations qui perdurent 6 ans après. Qu'on nous explique pourquoi est-ce que la question ne peut pas être inscrite au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entamer un dialogue direct. Les quelques fois où il y a eu quelques passerelles de dialogue, les gens sont sortis pour dire que c'était faux. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans à dialoguer, à trouver des passerelles pour qu'on essaie de sortir de situation? Le PCN a proposé, après les événements de Kumba, qu'on instaure un état d'urgence de ce côté-là. Parce qu'il faut réaffirmer la force des institutions. Il ne faut pas que l'État s'affaiblisse. Il ne faut pas que l'État s'affaiblisse à ce niveau-là. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous demandez que
l'armée se retire. Lorsqu'elle se retire, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'avaient pas d'armes hier les ont aujourd'hui. Et maintenant, ils ont des lance-roquettes. Ils peuvent tirer même sur 15 km. Du coup, le conflit change de configuration. Et je voudrais vous rappeler, pour ce qui est des atrocités que nous avons vues ces derniers jours, je voudrais m'incliner ici devant la dépouille pour la mémoire des soldats qui sont tombés sur le champ de bataille, n'est-ce pas, pour défendre la patrie. Je voudrais vous dire que tuer un soldat, c'est une chose, mais les atrocités sur les soldats, telles que nous les avons vues, ne peuvent pas rester impunies. Ce n'est pas des choses dont on peut parler à la légère comme ça. Toute la classe politique nationale devrait se lever pour dire que cela n'est pas possible. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Lors de la guerre en Somalie, après le départ de Siad Barre, les Américains qui sont venus installer le général Aidid, il y a eu des combats en Somalie et un Marines a été tué. Il a été trimballé le long de la ville. Rien que cette scène-là a occasionné un tollé général aux États-Unis. Que ce soit les familles des soldats, que ce soit les politiciens de tous bords, et même les membres du gouvernement, tout cela a entraîné le départ de l'armée américaine en Somalie. Donc, les atrocités qu'on effectue sur nos soldats comme ça sont extrêmement graves. Et je ne voudrais pas en dire plus. L'armée, les responsables savent ce qu'ils ont à faire. Nous, au PCR, nous continuons à penser que l'État doit réaffirmer sa toute puissance en instaurant, n'est-ce pas, dans ces zones, l'état d'urgence et continuer toutes les autres passerelles de dialogue. Engager même des pourparlers s'il le faut, mais à condition que la force de l'État soit réaffirmée pour la sécurité, n'est-ce pas, de tous les citoyens qui sont dans ces zones. Si c'est sur la même question, êtes-vous surpris de cette montée? Écoutez, je commencerai par dire que au FSNC, tous les militants, y compris le président national, M. Issa Chiroma Bakari, nous nous inclinons auprès de tous ces soldats-là, tous ces Camerounais-là des deux bords qui sont morts depuis le début de cette guerre. Et une pensée comme ça à Bamessing, là où le viol a eu lieu, là où les terroristes ont attaqué brutalement les Camerounais qui n'avaient pour rôle que de sécuriser et notre territoire et l'État et eux-mêmes les populations. Pour entrer dans le vif du sujet, je pense qu'aujourd'hui, nous devons laisser nos querelles politiques, nous devons laisser nos chapelles politiques. Il s'agit là du Cameroun. Tout à l'heure, il y a quelqu'un sur le plateau qui vous a fait comprendre que dans d'autres pays du monde, je peux les citer, aux États-Unis par exemple, quand l'armée est au front, en France c'est pareil, vous ne verrez pas par exemple l'aile gauche radicale ou alors le Front National vous dit que non, c'est bien ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, l'armée communique alors que normalement en temps de guerre, on ne doit pas communiquer. Ça veut dire que le mal a été très fort, le mal a été profond. Maintenant, je fais confiance à mon pays, je fais confiance aux stratèges camerounais qu'il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? Tout à l'heure, Maître Tegem l'a dit, il a souligné que nos valeureux soldats sont là-bas pour encadrer et poursuivre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit, si vous avez suivi très bien le communiqué du porte-parole de la Défense, les ennemis d'en face, aujourd'hui, ils sont prêts, M. Dipita. Ils ont attaqué quand même un blindé. Un blindé, c'est pas n'importe quoi. Et quand vous voyez, il y a une stratégie derrière. Le blindé qu'ils ont attaqué à Bamessing, dans le nord-ouest, c'était les blindés qui étaient là pour sécuriser les zones scolaires pour la rentrée. Là, ils donnent un ton très fort. Moi, je pense que l'armée camerounaise doit passer en action, parce qu'aujourd'hui, plus nous laissons, plus nous disons que non, le Cameroun a ratifié certains accords avec des pays internationaux, il ne faut pas qu'on fasse ça, mais non.
Mais non, il faut que le Cameroun montre un petit peu aussi de quoi on est capable. Je ne sais pas que je veux qu'on tue les Camerounais en face, parce qu'aujourd'hui, ceux qui se sont accaparés de cette guerre, en réalité, ce sont des brigands, ce sont des terroristes. Ce ne sont même plus les personnes là-bas qui se concernent. Non, vraiment, le pays est en deuil, vraiment, le pays est en guerre. Nous, les politiques, nous devons nous mobiliser. Et je veux dire comme ça, à la cybercriminalité qui a commencé un très bon travail. Vous savez, il y a eu plus de 5000 faux profils qu'on a commencé à dénicher, le ministère de la Défense, avec l'aide des services de criminalité, parce que c'est eux aussi, sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles canaux, qui activent cette haine-là, qui fait à ce que cette guerre ne veut pas s'arrêter. Non, cette guerre doit s'arrêter. La priorité doit être le Cameroun et le Camerounais. Maintenant, les dirigeants actuels, bien que je suis du FSNC, nous sommes des alliés, mais nous n'arrêtons pas de proposer, comme d'autres partis politiques, M. Dipita, nous avons proposé, nous continuons à proposer, mais vous savez très bien que le temps du RDPC, le temps de ceux qui gouvernent en ce moment, n'est pas le temps du Camerounais. Mais avez-vous le sentiment, et cette fois-là la question revient également une fois de plus à vous tous, chers messieurs, avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics, le président de la République, les membres du gouvernement ont tout mis en œuvre pour réunir des conditions de dialogue, des conditions sereines qui pourraient permettre à tous les acteurs, y compris les plus radicaux, de s'exprimer en B2B, face à face, sur la question autour d'une table et poser réellement les problèmes, écouter les deux parties, envisager une sortie pour les Youm? Déjà, je voudrais, les événements ont eu lieu, si je ne me trompe pas, dimanche. Nous sommes mardi soir. Vous n'avez pas entendu les ONG qui ont pignon sur rue. Je ne veux pas les citer, vous connaissez toutes ces ONG. Je n'ai lu le communiqué d'aucune ONG. Comme lesquels vous attendez quel communiqué? Non, je n'ai pas besoin de les citer, on les connaît. Je n'ai pas eu une conférence de presse parce que souvent, dès qu'il y a moins de soupçons sur l'armée, la conférence de presse est programmée à la seconde. Dès le lendemain matin, à 8h, on a déjà loué un hôtel, on est déjà assis, on est déjà en train de dire tout, même ce qui est, en attendant même que les résultats des enquêtes sont là. Ces ONG ne réagissent pas. Pourquoi? Parce que ces ONG, en réalité, c'est des organisations internationales qui ont une représentation au Cameroun. C'est pour dire que il y a des gens qui ont un silence complice. Parce que cette façon de faire, souvent, comme Yédé le disait tout à l'heure, où on choisit quand on dénonce, on ne dit pas lorsque l'intérêt du Cameroun est menacé, que oups, là, l'intérêt du Cameroun est menacé, parce que nous avons des gens à l'étranger qui nous financent. Et je veux dire qu'à un moment, on doit penser que cette guerre du Nozo, que les gens croient que c'est seulement pour ceux qui sont là-bas, ils se trompent. Parce que nous tous, nous subissons les effets de cette guerre. Vous savez qu'il y a les déplacés internes. Et c'est la preuve que nos frères anglophones, justement, ont choisi le Cameroun. Parce qu'ils font le choix de quitter leur région pour venir à Douala et à Yaoundé. C'est le choix de la République. Et c'est pourquoi nous disons que le gouvernement doit tout faire. Là, maintenant, je crois à votre question. Doit tout faire pour dire à ces frères anglophones qu'effectivement, vous avez fait le choix de la République du Cameroun. Nous devons mettre en place toutes les possibilités possibles pour que cette crise soit résolue. Et malheureusement, là, on peut décrire le fait que le gouvernement accède au président de la République à convoquer un grand dialogue qu'il a annoncé ouvert à tout le monde. Malheureusement, ceux qui disent qu'ils sont pour la partition du Cameroun, qu'on qualifie les sécessionnistes, ils n'ont pas pris part au grand dialogue. Je prends le cas notamment de M. Ayoub Tabé qui a été arrêté, qui a demandé à rencontrer le président de la République. On ne sait pas pourquoi. Ça ne s'est jamais passé, du moins de manière officielle. Nous ne savons pas ce qu'il en est. Vous avez ceux qui sont dans les pays à l'étranger qui ont demandé à ce que la rencontre se fasse sur un territoire neutre. Seulement, je crois que le fait pour le gouvernement d'accepter d'aller discuter sur des affaires du Cameroun sur un territoire neutre avec ceux qui parlent de sécession, le gouvernement prend simplement cela comme un affront. Il se dit qu'en tant qu'État, nous ne pouvons pas abaisser la République dans ce sens. Mais il faudrait que le gouvernement sache que la solution militaire ne suffira pas. Parce qu'il s'agit d'une crise politique, même s'il y a la crise militaire. Donc, nous, personnellement, à l'AFP, nous n'avons pas le sentiment que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour résoudre cette crise au niveau politique. Si. Écoutez, je pense qu'il y a eu à un certain moment dans ce pays le dialogue national, bien que comme le FSNC a participé d'ailleurs au dialogue national, comme d'autres partis politiques, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez très bien que ce genre de conflit dans d'autres pays, au Nigeria, en Angola,
il faut s'asseoir, il faut multiplier le dialogue, il faut multiplier les accords. Il faut essayer de voir ce qui a marché ailleurs et l'imposer dans notre pays. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement, vous savez, une fois de plus, le chef du gouvernement, aujourd'hui, John Gauthier, il est de ce côté-là pour essayer toujours et réessayer. Mais vous savez, de l'autre côté aussi, vous avez des Camerounais qui n'aiment pas leur pays, qui mettent la flamme, qui mettent de l'essence, qui activent les choses. Maintenant, on a 2 poids, 2 mesures. Moi, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui impérativement, c'est d'avoir d'abord à relier cette fracture, cette cassure qu'il y a eu entre ceux qui nous gouvernent et le peuple. Parce qu'aujourd'hui, personne ne fait plus confiance à ceux qui nous gouvernent. On ne sait pas pourquoi. Tant que ce manque de relations-là n'est pas rétabli, il y aura un gros problème. Le FSNC continue à proposer des solutions comme d'autres partis politiques et nous faisons confiance à notre pays, nous faisons confiance au président de la République, Paul Biya, bien que son temps n'est pas le nôtre et nous pensons que cette guerre aujourd'hui ne profite à personne. Elle ne profite pas au petit Camerounais qui est francophone, elle ne profite pas au petit Camerounais qui est anglophone, elle ne profite à personne. Mais nous devons soutenir l'armée du Cameroun, nous devons être républicains, nous devons arrêter de remuer la plaie dans le couteau et je pense que ceux qui sont aussi là-bas, qui habitent dans des zones où il y a cette guerre, dans des zones où il y a ce conflit, doivent aussi participer à amener ceux qui pensent qu'ils sont les ennemis du Cameroun à la raison. Parce que lors d'une guerre, vous savez, la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Moi, je pense que nous allons rester optimistes, nous allons continuer à prier, à tendre la main à nos frères d'en face, parce que ceux qui sont de l'autre côté, ils sont toujours nos frères jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce que ils ont choisi le mauvais chemin, ou alors que jusqu'à maintenant, ils ont la tête un peu fermée, ou alors voilée. Non, nous les continuerons à leur tendre la main, et nous pensons que c'est dommage que jusqu'aujourd'hui, le premier dialogue national s'est arrêté comme ça n'a pas continué. Le FSNC proposera plus au chef de l'État, son excellent Paul Biya, les résolutions pour que cette guerre continue à s'arrêter au lieu de s'envenimer. Vincent Yende, a-t-on tout fait? A-t-on fait le nécessaire jusqu'ici? Absolument pas. Et c'est l'échec de ce qui concerne le chef de l'État. À un moment donné, tout le monde... La responsabilité de l'entourage, jamais celle du principal concerné. Mais non, c'est-à-dire que sa responsabilité est pleinement engagée. C'est lui qui doit assurer notre sécurité. À un moment donné, tout le monde souhaitait qu'il descende du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Personne ne l'a jamais persuadé de le faire. Sinon, il l'aurait fait si la question lui avait été bien présentée et qu'il avait jugé pertinente. Sauf à croire qu'il n'écoute personne de ceux qui lui parlent. À un moment donné, la question a été posée, mais pourquoi est-ce qu'on n'inscrit pas la question à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale? C'est vraiment aussi difficile à faire que ça. Attendre 6 ans pour qu'une question qui concerne l'intégrité nationale de notre pays soit portée à l'ordre du jour. Le palais de l'unité, même de manière symbolique, devait connaître un balai des rencontres entre le président de la République et les différents responsables politiques. Regardez très bien ce qui se passe. Le Premier ministre qui y va, mais il va discuter avec les qui? Il va discuter avec les gens du RDPC uniquement. Évidemment, comme ils ont fait. Il va discuter avec des gens du RDPC uniquement. Or, la crise aujourd'hui est transpartisane. Elle est au-delà des partis politiques. Donc, le palais de l'unité devait connaître un balai de rencontres entre les principaux dirigeants, comme ça se passe partout ailleurs. Tout à fait. Pour mener ensemble la réflexion et pour solliciter, n'est-ce pas, la participation de tout le monde à la résolution de cette crise. Et pourquoi pas trouver des passerelles pour engager les pourparlers de paix avec nos autres compatriotes. Parce que tout compte fait, il s'agit toujours des Camerounais qui revendiquent quelque chose. On leur donnera certainement jamais, on leur accordera certainement jamais la sécession. Mais au moins, on peut s'entendre sur un minimum. Et donc, je pense que jusqu'à présent, le gouvernement, ceux qui sont en responsabilité, n'ont pas fait tout ce qu'ils devaient faire. Il faut restaurer l'autorité de l'État et il faut continuer
avec le dialogue. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Et je crois que c'est le principal reproche qu'on peut véritablement faire, n'est-ce pas, à ceux qui nous dirigent, de ne pas être ouverts à des voix venant de l'extérieur pour nous permettre de sortir de cette crise qui n'a que trop duré, de mon point de vue. D'abord, Maître Georges Teghem, je vais en mettre deux. D'abord, si vous avez le sentiment, si vous avez le sentiment que tout a été fait ou le nécessaire a été fait, mais aussi, et d'ailleurs c'est Vincent Yindé qui suggère également cette question, pourquoi est-ce que le président de la République ne rencontre justement pas tous ceux qui pourraient d'une façon ou d'une autre apporter du leur à la résolution de cette question, les hommes politiques, la société civile, les religieux, c'est vrai, c'est assez civil, bref, tous les acteurs, y compris ceux, j'ai failli dire du camp d'en face, ou alors qui partagent la même façon de voir les choses que ceux qui ont pris les armes. Et s'ils sont évidemment disposés à venir à cette rencontre, on a vu le grand dialogue national, mais c'était sous la coupe du Premier ministre. Voilà un peu les deux questions. À ce sujet, d'ailleurs, si tu permets juste Une ouverture, oui. Oui, le cardinal Toumi, paix à son âme, est mort sans jamais avoir eu la possibilité de rencontrer le chef de l'État pour discuter avec lui de ces questions-là. Et nous savons tous quel était son engagement pour la résolution de cette crise. Maître Teghem. Vous savez, moi quand j'écoute parfois, je me demande si on vit dans le même pays. Je suis parfois... C'est normal. Je me pose souvent des questions, parce que quand j'observe ce que le président... Vous avez le sentiment, vous, de ne pas être dans le même pays que les autres? Vous avez le sentiment que les autres ne sont pas dans le même pays que vous? Non, j'ai le sentiment que soit les gens se mettent le voile volontairement, c'est-à-dire refusent de voir ce qui se passe. Parce que quand j'entends M. Youm, j'entends Cissé Bamanga, j'entends M. Yédé, je dis mais peut-être on ne vit pas dans le même pays. M. Yédé, peut-être que... Qu'est-ce qui vous suscite cette... Parce que, excusez-moi, vous avez suivi le ministre Gagaraman Adji quand il était voir l'évêque de Manfé? Je pense que c'était le premier que le gouvernement a envoyé. C'était pas le gouvernement. L'un des premiers. Dites qui l'a envoyé? Le président de la République. Voilà. Vous croyez qu'il n'a pas reçu pour l'envoyer? Il a fait le rapport au chef de l'État. Mais le président de la République aurait lui-même pu rencontrer Garga Aman l'évêque. Et il l'a dit à la télévision, que le président de la République m'a appelé, il m'a dit, Garga, va voir ce qui se passe là-bas. Ça veut dire qu'il rencontre des gens. Vous ne pouvez pas dire que ça s'est fait sans qu'il le rencontre. Excusez-moi. Oui. C'est pas la le président de la République aurait pu lui-même rencontrer l'évêque. Il aurait pu rencontrer le cardinal, personnellement. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Il a sa façon de gouverner. Et pour lui, rencontrer Garga, rencontrer un certain nombre d'acteurs, notamment le secrétaire général des Nations Unies qui est venu ici par rapport à la crise, notamment le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies qui est venu ici par rapport à la crise, notamment le secrétaire général de la francophonie qui était ici par rapport à la crise. Tous des étrangers. Merci. Combien de Camerounais? Gargaman, c'est un étranger. Qui d'autre? Je l'ai cité tout à l'heure. Qui d'autre? Monsieur Froundi. Il a rencontré M. Froundi. À quel moment? Ils en ont discuté. En 2017, vous vous en souvenez peut-être pas. Vous vous en souvenez peut-être pas. C'est quand même extraordinaire. Il ne vous souvient pas que Froundi a dit à la télévision, en janvier 2017, que j'ai dit au président Biya qui m'avait invité que cette crise, il faut la régler. C'était où? C'était à la télévision. C'était à la télévision. Excusez-moi, si je vais commencer à parler à tous les coups, vous allez m'interrompre. Oui, je ne sais pas si on va y aller. Allez-y, parce que je vous ai laissé développer. Allez-y. Il a fait venir ici, je crois que le représentant du Commonwealth était ici. Elle s'est même rendue également à Bouya, où elle a eu des entretiens avec certaines personnes. Et puis, lorsqu'on dit qu'il rencontre seulement les gens du RDPC, le Premier ministre, chef du gouvernement, lorsque la crise a commencé, le chef de l'État a mandaté l'ancien Premier ministre, chef du gouvernement, M. Philemon Yan. C'était le 8 décembre 2016 à Bamenda. Il a été agressé. À l'entrée de la ville, au point où il a été exfiltré. Parce que son cortège a même risqué la correctionnelle. Mais moi, je ne sais pas. Dire que le gouvernement a tout fait, j'aurais tort de le dire. Lorsqu'il y a une crise, il y a une réalité, c'est que lorsqu'il y a une crise, les solutions sont dynamiques, c'est-à-dire elles évoluent en fonction des circonstances. Lorsqu'il y a une crise comme celle-là, nous sommes bien d'accord que notre devoir, je l'ai dit en commençant, notre responsabilité au RDPC, nous sommes partis majoritaires, c'est de régler la crise. Mais nous constatons que nous ne sommes pas suffisamment accompagnés quelquefois par certains Camerounais.
Nous sommes là, nous travaillons. On nous dit, il faut le grand dialogue. On le convoque, on dit oui, c'est un monologue. Or, le grand dialogue, avant, le premier chef du gouvernement, à la demande du président de la République, a reçu l'ensemble des acteurs politiques à la primature. Certains ont sorti, ont dit que nous avons fait nos propositions, nous irons pour le grand dialogue. Il y a des leaders de l'Amazonie, ou alors de l'État imaginaire d'Amazonie, qui ont écrit pour dire nous n'irons pas là-bas parce que nous n'avons pas traité les histoires des Camerounais. Ce n'était pas notre pays, nous n'avons pas discuté avec vous. Nous sommes dans les conseils avec les Camerounais à Paris. Écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans des histoires très compliquées où des personnes qui devaient défendre la République donnent une image regrettable que je ne vais pas commenter. Moi, je suis un républicain, je défends mon pays, j'assiste à une manifestation au cours de laquelle il n'y a que des Camerounais ou des étrangers que je respecte et qui sont reconnus par le système des Nations Unies. Je n'assiste pas à une manifestation au cours de laquelle des incognitos qui ne sont reconnus ni comme belligérants, ni comme... Moi, j'assiste à une manifestation. Puisqu'il n'y a personne sur le plateau pour... je vais dire vous opposer des arguments, il vaut mieux ne pas en parler, non? Mais je voudrais avant tout restituer. Le président Ni John-Foot, je parle sur le contrôle des militants du SDF qui nous regardent. Ils passeront certainement ici, ils auront l'occasion de confirmer mes propos. Le président Ni John-Foot du SDF a dit ceci. Il a voulu rencontrer le chef de l'État. Malheureusement, il n'a pas été reçu en audience par le président de la République. Il a saisi dans l'occasion, à l'occasion de la cérémonie des vœux du Nouvel An, il a dit à son épouse, la première dame, Madame Chantal Biya, Madame, si votre époux dort, réveillez-le, parce que ce qui se passe à Bamenda est grave. Et je rappelle que John Fundji est l'un des grands leaders de la région anglophone, tout comme il y a eu le cardinal Toumi, il y a eu le Chief Mukete. Le cardinal Toumi avait initié, rappelez-vous, avec Eli Smith et d'autres, la All Anglophone Conference. Et c'est justement de là où à l'AFP nous disons que le gouvernement a empêché qu'il y ait la All Anglophone Conference, qui était l'occasion pour les anglophones, que ce soit élites, petites personnes et autres, de discuter entre eux, de dire exactement ce qu'ils revendiquent à la République du Cameroun, de poser leurs problèmes et de mettre en minorité ceux qui avaient le discours de la sécession. Et je rappelle, quand Maître Tegem dit que le gouvernement a toujours utilisé avoir du dialogue, ce que Maître Tegem ne dit pas, c'est qu'en 2016, lorsque le consortium de Agbonbal et compagnie était en négociation avec le gouvernement, c'est ce même gouvernement qui les a pris et qui les a jetés en prison. Et les autres qui étaient sur le terrain, qui étaient déjà sceptiques vis-à-vis du gouvernement, ils se sont radicalisés. Et rappelez-vous que les événements du 1er octobre, je crois, de 2016, la même année, où il y a eu malheureusement une escalade entre les manifestants, les forces de défense et de sécurité, les manifestants, il y a eu ces extrémistes-là qui ont voulu agir, et notamment les forces de défense et de sécurité qui devaient s'assurer de la préservation de la paix. Mais entre-temps, le gouvernement, lui, il a fauté par là. Et en fautant par là, il a ouvert la porte à l'extrémisme auquel nous assistons aujourd'hui. Le cardinal Toumi, Chief Mukete, rappelez-vous de son discours, son dernier discours lors du grand dialogue, son discours qu'il a tenu lors du grand dialogue, il a même parlé du fait que lui, il pouvait parler en tant qu'anglophone. Non seulement Timokete avait plus de 100 ans, c'était un chef traditionnel, c'était un homme politique, c'était un sénateur. Il avait plusieurs casquettes qui lui permettaient de parler avec toute la légitimité, surtout que lui, il a vécu tous ces événements. Le Chief Mukete avait dit que lui, il pense, et lui, déjà, il est favorable au fédéralisme. Et même s'il faudrait qu'on vienne à ce fédéralisme, il faudrait qu'il y ait un fédéralisme nord-ouest, sud-ouest. Il avait dit clairement, et il a évoqué un certain nombre de raisons. Pourquoi est-ce que les dirigeants s'entêtent à vouloir nous imposer un système, même pas, on peut encore accepter l'État unitaire décentralisé dans lequel nous sommes, mais on ne peut pas empêcher en permanence aux gens de s'exprimer sur les questions telles que le fédéralisme. Si les anglophones disent que nous voulons le fédéralisme, je suis sûr que Maître Tegem et les alliés qui agissent, souvent dans les médias, vont dire que Saint-Thé était aux élections avec le campagne... je suis en train de chuter, était aux élections avec le programme du fédéralisme, ils ont eu 3%. Non, la question n'est pas là. La question est quelle est l'identité déjà camerounaise, premièrement. Le français et l'anglais que nous utilisons, ça devait être des langues qui devaient venir asseoir une identité camerounaise qui devait déjà être là. C'est cette identité camerounaise que nous voulons rechercher aujourd'hui à l'AFP. Et nous disons, la solution à cette crise passera d'abord par le dialogue inter-anglophone avant de poser le problème au niveau... On reste dans le même sillage, d'ailleurs, on rejoint le deuxième thème, et c'est pratiquement la même problématique, la sortie du Premier ministre Joseph Diongouté dans la région du sud-ouest. On va interroger, on va s'appesantir là-dessus pour voir si c'est une mission qu'il pourra éventuellement conduire sereinement pour qu'on s'achemine vers
sortie de crise. On sait également que c'est lui qui était à la manœuvre du grand dialogue national. Je suggère donc qu'on prenne la transition. Derrière, on va d'abord écouter Elie Smith qui va présenter les enjeux de cette sortie. Transition. Le Premier ministre Joseph John Goutey arrive aujourd'hui au sud-ouest. Mais aujourd'hui, il va rencontrer les forces vives de la province ou la région du sud-ouest. Mais il vient surtout pour le suivi, la commission pour le suivi de l'implémentation des résolutions qui avaient été retenues au Grand Dialogue. Et vous savez très bien qu'au Grand Dialogue, en dehors du statut spécial, il y avait une commission sur le retour des réfugiés et une commission pour la reconstruction. Mais ce qui est le point emblématique du Grand Dialogue, c'était le statut spécial. C'est pour voir où en est-on avec l'implémentation du statut spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu ces résolutions-là, qui disent par naïveté ou par mauvaise foi que le statut spécial c'est un cocon vide, c'est archi faux. Le statut spécial n'est pas une invention du gouvernement, mais c'est un peu copié au modèle de Hong Kong, de l'Irlande du Nord, du Québec au Canada, ou par exemple de la Nouvelle-Calédonie en France. Et dans le statut spécial, il y a les dévolutions du pouvoir. Par exemple, le président de l'Assemblée régionale, pas conseil régional, du sud-ouest et du nord-ouest ont un pouvoir exécutif. Les deux régions ont aussi un pouvoir de contrôle sur le système d'éducation et sur le système, sur le développement économique et environnemental, même sur la partie judiciaire qui est nationale. Donc, ce sont des avancées que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, contrairement au thème de votre émission, on dit que c'est une mission suicide, il n'y a pas de mission suicide. Et deuxièmement, je comprends aussi que souvent, c'est les informations qui ont émergé ces derniers jours, les attaques. Il faut savoir que on ne peut pas, en 3 jours ou 4 jours que le dialogue national avait été tenu, arrêter un conflit ou un problème qui dure depuis 50 ans. Mais déjà, le dialogue national était un franc succès. Nous excusons pour la qualité approximative de cette image. Il s'agit, vous l'aurez certainement compris, d'une image amateur. Cela dit, on a suivi Elie Smith dans son développement. Elie estime que la mission de Joseph John Goutey dans le sud-ouest est une mission faisable, pas suicide. Il dit davantage que les uns et les autres, les différents acteurs ne se sont pas véritablement appropriés des conclusions, des résolutions du Grand Dialogue national sous fond de dénonciation dans son implémentation qui n'est pas réelle sur le terrain. Vous faites le même constat, si c'est de quelques manquements de ces conclusions du Grand Dialogue, recommandations du Grand Dialogue national? Je pense que jusqu'à aujourd'hui, les fruits du Grand Dialogue national n'ont pas encore abouti ou alors ne sont pas encore visibles, mais nous n'allons pas cracher sur tous les efforts qui ont été déjà faits. Je pense que le Premier ministre aujourd'hui, il est de ce côté-là. C'est encourageant, c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à creuser, il faut continuer à aller dans le sens de l'apaisement, aller dans le sens de la construction, aller dans le sens de rappeler nos frères qui, pour le moment, ont le visage voilé. Moi, je pense que, comme ça, humblement, mon voisin de droite du PCRN, il a activé un volet qui était très intéressant. Pourquoi le chef de
d'État, son Excellence Paul Biya, jusqu'à aujourd'hui, ne reçoit-il pas des personnes? Vous savez, les partis politiques, notamment le FSNC, vous connaissez la proximité du président du parti, Issa Chiroma, avec le président de la République, Paul Biya. Nous continuons à apporter des solutions, nous continuons à aller dans le sens de l'apaisement, nous continuons à travailler pour que le Cameroun reste uni et indivisible, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il faut aussi que les gouvernants actuels, c'est-à-dire les confrères et les amis de Maître Tegem du RDPC, ouvrent beaucoup plus la brèche, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse entrer, parce qu'on a l'impression que cette affaire de crise anglophone est une affaire seulement du RDPC ou alors est une affaire seulement de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Non, tout le monde peut apporter des solutions, tout le monde peut apporter un peu de participation pour que les choses se font de mieux en mieux. Moi, je pense aussi que, humblement, la guerre dans tous les pays du monde ne s'est pas arrêtée en un clic. Aujourd'hui, la guerre dans le Nozo et la guerre aussi dans le Septentrion, parce que n'oubliez pas que il y a quelques mois, je pense moins d'un mois, il y a aussi des soldats qui sont morts de l'autre côté et dans le Septentrion. Et quand vous écoutez le communiqué que le responsable de la communication du MINDEF a pondu, il est en train de démontrer comme s'il y a une alliance entre l'autre côté et ce côté. Le Cameroun est en guerre aujourd'hui. En guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que les stratèges de guerre, les grosses personnes qui connaissent la guerre doivent changer la façon de faire, doivent être plus méthodiques, parce que aujourd'hui, en face aussi, vous avez du répondant. Je vous ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission que aujourd'hui les gars ont le lance-roquette. Les gars attaquent aujourd'hui les blindés. Et les gars ont une âme. Je regardais sans plus tarder un documentaire, excusez-moi de la pub, sur TV5 qui parlait de cela. Ils ont une âme aujourd'hui, et j'ai oublié le nom. Quand ils tirent sur vous, ça prend le pied, ça pourrit tout le corps. Qui leur donne ces genres d'âme? Je pense qu'on doit infiltrer tout cela, on doit travailler à ce que... Non, moi je ne veux pas accuser une ONG ou un parti politique. Moi je pense que le Cameroun est en guerre. Concentrons-nous à être républicains, concentrons-nous, mélangeons nos forces pour donner au parti qui est en ce moment le parti RDPC, pour que le Cameroun soit un pays unique et indivisible. C'est ce que je peux apporter comme contribution. Paul Eyou, pour résumer un peu, Eli Smith, Eli estime qu'on ne s'est pas véritablement approprié des recommandations du Grand Dialogue National. Pire, son implémentation sur le terrain a beaucoup de manquements. C'est pas à nous de nous les approprier, c'est aux populations qui sont dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, parce que le statut spécial... Mais qui impulse? C'est bien le gouvernement. C'est le gouvernement, parce que ceux qui doivent ressentir la différence, c'est les populations là-bas. Déjà, ce statut spécial, qui est notamment spécial pour les gens anglophones, dès le départ, nous avons posé le problème de savoir qu'est-ce qu'il contient. On nous a fait savoir que les gens mettront eux-mêmes le contenu qu'ils veulent. Vous voyez donc qu'en réalité, on a là affaire à une espèce d'entourloupe politique, et nous espérons que nous n'allons pas nous retrouver dans une situation où, d'ici 2023, on va encore tous nous convoquer pour dire repartons au Grand Dialogue parce que les recommandations qui avaient été faites n'étaient pas les bonnes ou bien etc. Non, je crois que nous devons être sérieux. Lorsque les recommandations ont été faites au gouvernement, moi, s'il n'en tenait qu'à moi, le chef de l'État devait confier ses affaires pas à ceux qui sont du RDPC, parce que nous avons déjà vu ce qu'ils ont fait dans ce pays, absolument pas grand-chose par rapport au Cameroun que nous devions avoir. Il devait confier cela à des leaders de notoriété publique. Je vous ai parlé de Taleti Boukete, qui n'est plus de cardinal Toumi. Vous avez donné Eric Tindje Consort, qu'on confie la responsabilité de la résolution. Je parlais notamment de Nidjon Fundi. Tous ces gens qu'on convoque, ces élites anglophones, qui sont des représentants de la population anglophone, pas exclusivement leurs amis du RDPC. Même dans le RDPC, vous avez des gens respectés. Je peux citer par exemple le sénateur Belamoki, qui a été maire de Boya, qui est aujourd'hui sénateur. Vous avez des figures comme celle-là qui peuvent réellement discuter sur les conditions pour ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, moi je salue le retour, je dis retour entre guillemets, parce que lorsque le Premier ministre a été nommé, il a fait une tournée dans cette région. Je salue son retour dans ces régions pour dire qu'effectivement, en tant que Premier ministre, même j'ai été mandaté par le Président de la République, chef traditionnel du Sud-Ouest, c'est un détail qui est important,
fils du Sud-Ouest, je viens une fois de plus vous dire que cette crise, il faut que nous trouvions les solutions. Mais le problème n'est pas à son niveau, le problème est au niveau du président de la République. Est-ce que le président de la République lui-même ne pouvait pas faire cette démarche? Nous sommes solidaires de la démarche du dialogue qui amènera le retour à la paix. Nous sommes solidaires de toute proposition, mais seulement que le gouvernement accepte au moins d'écouter, de laisser les gens s'exprimer. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, c'était le cas au grand dialogue, il y a des gens qui ont voulu parler de fédéralisme et vous avez des individus qui veulent les empêcher. Non, nous sommes dans la démocratie, nous sommes en République et la République doit se construire avec les uns et les autres et cela passe par l'écoute, par l'attention qu'on accorde aux autres. Et je dis une fois de plus, cette crise anglophone, moi, à titre personnel déjà, je suis solidaire de la démarche du Premier ministre, mais la solution, je ne suis pas convaincu qu'elle viendra de cette tournée parce que c'est plus haut que lui où se trouve cette solution. Vincent Yédé. Écoutez, la visite du Premier ministre, telle que je vois, en réalité, c'est une entourloupe pour reprendre son propos. Comment voulez-vous me dire que depuis le grand dialogue national, vous avez vu les leaders du Sud-Ouest assis entre eux? Vous avez vu comme ça se passe dans d'autres capitales, dans le Sud, dans l'Ouest, vous voyez soit les gens assis. Vous avez vu les gens dans le Nord-Ouest s'approprier ce qu'on leur a donné? Non. C'est-à-dire que, et comme l'autre venait de le dire, les gens sont mal informés. Les gens ne savent pas ce qu'on leur a accordé. Mais ils font comment pour savoir? Ils imaginent. Ils font comment pour savoir? Est-ce que ceux qui ont déclenché cette crise anglophone, les avocats, vous les avez vus dans une concertation pour la restitution des résolutions du grand dialogue? Maître Agbobal était au grand dialogue. Je parle de la restitution des résolutions du grand dialogue. Est-ce que vous avez vu ça? Les gens vont s'en approprier comment? Ou on pense que c'est ceux qu'on désigne qui doivent être les seuls acteurs? Non, il faudrait bien que ça descende jusqu'au niveau des populations. Que l'information, qu'elle redescende jusqu'au plus petit des citoyens. Et c'est justement là où il y a problème. Vous voyez que si le Premier ministre arrive, c'est un aveu d'échec. Il se rend compte qu'il y a des incompréhensions qui perdurent. Mais justement parce que la méthode n'est pas la bonne, parce que les interlocuteurs ne sont pas les bons. Et c'est ce qu'on reproche toujours au RDPC. Ils ne communiquent qu'entre eux et selon leurs canons. Mais non, cette fois-ci, il s'agit du Cameroun. Il ne s'agit pas seulement de leur parti politique, mais il s'agit des citoyens qui occupent cette partie du pays, qui ont soulevé un problème. Il est question de les mettre en confiance aujourd'hui. Et pour les mettre en confiance, il faut bien apporter des gages. Vous avez vu les nominations qui ont été faites, que ce soit les secrétaires généraux, que ce soit les Public Independent Conciliators. Vous avez vu un visage de l'un de ces leaders-là, que nous savons tous être des modérés. Vous ne pensez pas que ça pouvait contribuer, n'est-ce pas, à l'appropriation des résolutions de ce grand dialogue, que ça pouvait contribuer à apaiser les populations qui se reconnaîtraient en ces dirigeants? On nous a sorti des fonctionnaires, on nous a sorti des militants du RDPC. Les anciens ministres. Malheureusement. Et ça, c'est des choses qui font coincer, n'est-ce pas, le retour de la paix dans cette partie du pays. Ça, il faut qu'on se le dise. Et je vous dis que la visite du Premier ministre aujourd'hui vient sonner comme un rappel pour dire, écoutez, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. À pareil moment, on devrait être à tel niveau. Pourquoi n'en sommes-nous pas là? Donc, je crois qu'il faut vraiment, si on veut en sortir, il faut qu'on crée les passerelles de dialogue, il faut qu'on brise les glaces d'incompréhension et que ceux qui ont la responsabilité de diriger ce pays aillent vers les autres concitoyens. J'ai comme l'impression aujourd'hui que dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, les militants du RDPC se rendent visite entre eux, ne travaillent qu'entre eux. Mais ça ne suffit pas pour amener la paix là-bas, pour amener la sérénité là-bas, ça ne suffit pas. Il faut bien parler avec tout le monde. Il faut bien intégrer tout le monde là-dedans. Tout ce qu'on sait être des modérés, tout ce qu'on sait être des républicains. Il n'y a pas que RDPC qui a des républicains, je suis désolé.
Et on voit bien des résultats. Les républicains ne volent pas l'argent du contribuable. On voit bien les résultats que cela produit. Et donc, je pense que peut-être qu'il, à l'occasion de cette visite, va tirer toutes les conséquences pour comprendre qu'il faut qu'ils sortent de leur manière de fonctionner habituelle. Il faut qu'ils sortent de leur logiciel pour aller véritablement vers ceux qui sont capables de parler aux populations, vers ceux qui sont proches des populations. Maître Guem, au regard de ces limites observées et observables, que peut davantage faire Joseph Diangote maintenant qu'il va à nouveau porter le discours du dialogue sur le terrain? Déjà, les limites auxquelles vous faites allusion, je ne les vois pas. Alors, Moi, je pense que il faut quand même que l'on soit un peu sérieux sur un plateau et qu'on veille lorsque l'on s'exprime être cohérent. Vous ne pouvez pas en même temps dire que c'est les gens du RDPC et dire qu'il y a des personnes qui peuvent apporter des solutions en nommant les gens du RDPC. En tout cas, au RDPC, nous restons ouverts. Nous sommes ouverts. La solution de la crise passe par une synergie d'action entre tous les Camerounais. Le président de la République a fait son choix. Il a dit, moi j'ai fait le choix du dialogue. On lui a dit, il faut convoquer le grand dialogue, il l'a fait. À l'issue du grand dialogue, il y a des mesures qui ont été prises. Le Premier ministre, contrairement à ce que vous pensez, il ne va pas là-bas en tant que Chief Diangote. Il ne va même pas là-bas en tant que Premier ministre du gouvernement, il part en tant que président du comité de suivi des recommandations du grand dialogue national. c'est bien. Donc, lorsque l'on vient sur un plateau, il faut bien restituer la vérité. Ensuite, y étant, vous ne pouvez pas anticiper sur les gens qu'il recevra à partir de demain. Vous commencez à dire déjà qu'il recevra que les gens du RDPC. Je ne sais pas comment vous le savez, peut-être que Dame Soleil appartient à votre famille. Parce que moi, je ne comprends pas comment, sauf à être Nostradamus, moi, je ne sais pas comment vous pouvez lire les intentions du Premier ministre demain. Comment savez-vous qu'il ne va pas recevoir... Ce n'est pas sa première visite là-bas. À l'occasion, excusez-moi, à l'occasion des autres visites, vous savez le nombre de personnes qu'il a rencontrées? Mais dites-nous. Il a rencontré un certain nombre de personnes. Mais dites-nous Parmi lesquelles. lesquelles des opposants camerounais. Vous, excusez-moi, c'est peut-être votre droit de vous exprimer. Mais en attendant que vous soyez en situation de responsabilité, nous sommes en situation de responsabilité. Notre devoir, c'est de conduire le destin de ce pays. Et nous poursuivons en disant, certes, il y a une crise anglophone, certes, il y a des problèmes à régler, mais nous pensons que pour le faire, il faut d'abord une démarche et une méthodologie. Lorsqu'on nous dit qu'il faut convoquer le grand dialogue, finalement, le président de la République convoque le grand dialogue. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il n'y a pas d'avocat. Faites attention parce que vous ne savez pas le nombre de personnes qui accompagnent le Premier ministre. Sauf si, vous le savez, communiquez dans la liste. Vous ne savez pas qui est dans la délégation qui accompagne le Premier ministre chef du gouvernement. Il est ceux qui ont habilité à le faire, comme vous l'avez dit pour vos listes. Vous avez dit tout à l'heure même que le gouvernement ne communiquait pas. Alors que tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai félicité le gouvernement d'avoir communiqué même en matière de défense. Malgré le fait qu'en général, en matière de défense, on parle de secret défense. Il ne faut pas dire que le gouvernement ne communique pas. Le Premier ministre s'est rendu là-bas depuis cet après-midi. Le gouvernement communique sur la visite du Premier ministre. Mais vous trouvez que le gouvernement ne communique pas? Non. Moi, je pense que lorsqu'on veut régler une crise comme celle-ci, il ne faut pas trop de voix dissonantes. C'est pourquoi moi, je m'efforce au cours de cet entretien de ne pas être très violent dans le discours. Parce que je pense que nous avons suffisamment de problèmes. Et nous devons, pour régler notre problème, ou alors le problème de notre pays, nous mettre d'accord sur la stratégie à Je vous relance. Mais justement, pour être d'accord sur la stratégie, il faut déjà qu'il y ait des concertations entre les diverses opinions. Tout à fait. Il faut que ceux qui ne sont pas confortables dans la stratégie que vous implémentez vous disent, pas à travers les réseaux sociaux, pas à travers les plateaux, vous disent en face ce qu'ils en pensent et éventuellement qu'ils fassent des propositions, quitte à vous d'observer que sur ce point on peut en améliorer, sur d'autres on peut recadrer. Excusez-moi, on vient d'un grand dialogue. Le leader du FSNC était au grand dialogue. Le leader, M. Cabral, était au grand dialogue. L'honorable Cabral. Le leader de l'AFP actuel était au grand dialogue. Lorsque vous dites qu'il faut consulter, ils n'ont pas été consultés? Ils n'étaient pas à cette occasion-là? Moi, je ne sais pas. Peut-être que... Parce qu'on se comporte au Cameroun comme si c'est une sorcellerie. C'est pas du tout. Nous travaillons avec toutes les personnes
de bonne volonté qui veulent accompagner le gouvernement de la République dans le règlement de cette crise. Qui, notre devoir, je l'ai dit en commençant, c'est de mettre en place la stratégie de règlement de la crise. État d'arrivée, le président de la République, en toute humilité, a reconnu à Paris, on s'est trompé. Il l'a dit à Paris en disant, nous avions pensé à un moment à une assimilation, on a constaté qu'on s'est trompé, il faut réajuster. On sort du grand dialogue, on met en place ce qu'on appelle le statut spécial. Ce n'est même pas encore implémenté. Aujourd'hui, on commence à nous dire que c'est insuffisant. Monsieur Elie Smith, qui vient de s'exprimer, dit, attention, il faut déjà que les gens s'approprient. Les leaders des conseils régionaux ont été élus, ça ne fait pas un an. Quel est le rôle? Ils n'ont même pas encore commencé à travailler. Vous êtes déjà en train de vous poser des questions. Ils n'ont même pas fait un an. Vous, en un an, qu'est-ce que vous pourrez faire? Arrêtez de faire comme si... Excusez-moi, on ne gère pas un pays comme on gère une famille. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui engagent la responsabilité d'une région, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de terrain. Il y a un certain nombre de personnes qu'on consulte avant de prendre les décisions. Il y a un certain nombre de personnes qu'il faut associer au processus de prise de décision. Et c'est d'ailleurs, parce que les anglophones se plaignaient de ce qui n'était pas associé, qu'on a mis en place ce qu'on appelle le Independent Conciliator, qui est un organe de dialogue permanent, puisque dès que quelqu'un a un conflit avec une autorité étatique, son devoir c'est d'aller vers cette autorité qui doit régler le problème de façon, ce qu'ils appellent chez eux, le indirect role. Donc, lorsque l'on pense quelque chose au grand dialogue, il n'y a même pas encore une fonction publique locale. On a mis en place la National School for Local Administration pour la constitution d'une fonction publique locale. Les premières personnes à être recrutées dans cette école le seront seulement dans les prochains jours. Parce que quand vous structurez la réponse à la crise anglophone, vous pensez qu'il faut faire le statut spécial. Il faut des personnes formées à cette pratique qui n'a jamais été implémentée chez nous. C'est-à-dire qu'il faut des nouvelles personnes, il faut que les gens qui vont les former aillent aussi chez en formation chez les formateurs des formateurs pour pouvoir demain indiquer aux personnes qui doivent implémenter le statut spécial comment ces personnes doivent travailler. C'est un travail de terrain, c'est un travail qui nécessite un effort constant, un effort permanent. Si vous me laissiez parler, allez au bout. Terminez. Vous parlez, je ne vous interromps pas. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que moi, je pense que le Premier ministre chef du gouvernement est actuellement dans la région du Sud-Ouest, avec un peu de chance. Je pense qu'il ira également au Nord-Ouest. Il va, à l'issue de cette visite, rencontrer un certain nombre d'acteurs. Je pense qu'il serait normal que ceux qui prennent les armes contre notre armée arrêtent sans condition de prendre les armes contre notre armée. Il faudrait que ces personnes reviennent à la mesure ou alors à des meilleurs sentiments pour comprendre que c'est notre pays, nous devons le construire. Il faut que ces personnes comprennent qu'ils ne sont reconnus par personne, ni par l'ONU, ni par une organisation spécialisée, ni même par la CEMAC. C'est le Cameroun qui est reconnu et ils doivent venir au Cameroun pour qu'ensemble nous contribuions à bâtir ce pays. Et je compte pour cela sur l'action des leaders politiques, des leaders d'opinion, M. Pouleyo, des hommes comme Cissé Bamanga, des hommes comme M. Yédé, et vous surtout les journalistes, parce que c'est votre rôle aussi de former les masses. Il faut peut-être éduquer les citoyens, parce que nous allons beau faire des plateaux, nous allons organiser des grands dialogues. Nous n'allons pas régler la crise si, au niveau du terrain, nous ne travaillons pas pour que les masses s'approprient déjà des outils qui sont mis en place pour régler la crise. Et c'est de cela que M. Elie Smith parle. C'est-à-dire qu'il faudrait que les populations à la base s'approprient des mesures qui sont prises pour régler le grand dialogue, que les chefs, comme je l'ai vu il y a quelques jours, un chef du Nord-Ouest a réuni, c'est notable, a réuni certaines personnes, certaines populations et certains chefs qui sont des chefs des villages voisins pour envisager ensemble une solution qui viendrait des chefferies traditionnelles. Des solutions comme celle-là sont des solutions qui sont à encourager et nous espérons que le Premier ministre chef du gouvernement qui s'y trouve en ce moment travaillera avec des gens comme ça pour que, enfin, les gens qui prennent des armes contre la République arrêtent de faire crépiter ces armes. Alors Vincent, l'autre pan de l'affaire quand même, c'est également ceux qui sont en face, dont on sait que l'une des revendications, l'une des conditions pour venir s'asseoir autour de la table du dialogue, c'est de ne parler que de la séparation du pays. Est-ce que on ne peut pas penser que là également, il y a comme une forme de blocage même dans les prémices d'un dialogue direct, franc, entre ceux-là et le gouvernement? Vous savez, ce qu'on déplore le plus, c'est que
ne sont mis en avant que les faucons de ce gouvernement. Parce que pour dialoguer, il y a d'abord une posture. Vous ne pouvez pas voir la posture de Maître Teguem qui tourne en dérision tout ce que nous disons ici et penser pouvoir convaincre les gens à vous suivre ou à vous écouter. Il y a une posture pour pouvoir dialoguer. Et je crois que l'attitude des autres n'est qu'en réaction de ce qu'ils voient en face. Parce que nous l'oublions jamais, face à l'arrogance des représentants du gouvernement qui étaient allés dans le sud-ouest. Les gens avaient réagi d'une certaine manière. Et donc, on ne peut pas avoir les mêmes gens comme interlocuteurs et espérer un résultat différent. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont plus enclins, n'est-ce pas, à aller vers les gens, qui peuvent se faire écouter, qui peuvent se faire entendre. Et donc, ce Premier ministre, mais tout le monde avait bien observé, après sa visite dans le sud-ouest et le nord-ouest, que moins de 24 heures après, le ministre de l'AT à France 24 avait fait une sortie qui allait aux antipodes de ce que le Premier ministre avait déclaré en son temps. Donc, pour me résumer et ne pas monopoliser la parole, il est possible de trouver des passerelles de dialogue. Et ces passerelles se font avec des gens, des réconciliateurs, des gens qui sont capables d'écouter, des gens qui sont capables de proposer des solutions acceptables. Parce que, nous n'oublions jamais, nous sommes tous Camerounais. Même si d'autres, à un moment donné, estiment qu'ils pourraient trouver leur dessein ailleurs, nous sommes d'abord tous des Camerounais. Et on peut trouver le moyen de se parler, à condition que ce soit des interlocuteurs qui en vaillent la peine. Si c'est sur la position des séparatistes qui, pour certains, il ne peut avoir d'avancée que si la problématique de la sécession en elle-même est sur la table. Je pense que sur ce plateau, et en majorité, les partis politiques du Cameroun, nous sommes d'accord sur une seule chose, que le Cameroun est un pays unique et indivisible. Ça, je pense que nous n'allons pas accepter de diviser notre pays. Mais maintenant, la vraie question, j'ai envie de me moquer un peu ou bien de rire un petit peu quand j'écoute le représentant du RDPC, l'aîné politique que Maître Teguem ce soir, disant que X ou Y a participé à ce qu'ils ont appelé le dialogue national. C'est très vrai. Le président du FSNC, M. Issa Thiron Bakary, il a participé. Cabral, comme vous l'avez dit, a participé. Le président de l'AFP a participé. Mais participer, c'est quelque chose. Mais maintenant, les doléances, les propositions et tout ce qu'on vous a donné, tout ce qu'on vous a amené, est-ce que vous avez travaillé avec? Ça, c'est aussi une autre question. On sait très bien, comme l'a dit le représentant du PCR, on est aujourd'hui sur ce plateau, que le RDPC ne fait qu'à sa tête. Vous pensez que ce pays vous appartient, vous seulement. Vous n'ouvrez pas les brèches, vous ne travaillez même pas avec nous, qui sont par moments des alliés. Vous pensez que nous sommes là juste pour vous accompagner lors des élections, et lors que vous avez eu ce que vous voulez, vous vous en foutez un petit peu. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, pour dire vrai, on est toujours dans la continuité. On essaie toujours de faire les mêmes choses avec les mêmes personnes. Essayons un peu d'élargir. Prenons un petit peu ce qui a marché ailleurs. Copions un peu le bon exemple, Monsieur Teguem. Pourquoi le chef de l'État, on l'a dit, on le redit ici, pourquoi le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est le chef d'État de tous les Camerounais, c'est-à-dire côté francophone, côté anglophone, là où c'est bien, là où c'est pas bien, n'ouvre pas la brèche. Parce que dès le début, nos frères anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont été clairs. Quand on a envoyé M. Garga, quand on a envoyé l'ancien Premier ministre, quand on a envoyé X ou Y, ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Voilà ce qu'ils veulent, à condition qu'ils font un tête-à-tête avec le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Monsieur Youm, sur le plateau, a donné par exemple une bonne passerelle. Pourquoi ne pas organiser une rencontre avec des élites de ce côté-là, c'est-à-dire des élites anglophones? Il en a cité plusieurs. Pourquoi ne pas faire ça? Les premières personnes avec qui vous avez commencé à dialoguer, vous les avez tous pris, mis en prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien, on va toujours débattre, on va toujours dénoncer, les ministres vont partir, ils vont revenir, mais le sang ne fait que couler de ce côté-là. Et le sang qui fait couler là-bas, c'est le sang de nos frères, de nos petits frères, de nos amis, de nos parents et tout ça.
Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour faire un vrai consensus, pour mettre le vrai problème sur la table, pour écouter le camp d'en face? Parce qu'attention, aujourd'hui, le camp d'en face est en train de se radicaliser. C'est quand même un blindé qu'ils ont attaqué. Ils ont aussi les moyens de la riposte aujourd'hui. Et si nous continuons à laisser, à ne rien faire, je pense que demain, vous verrez que je pense qu'ils auront peut-être un avion bombardé ou je ne sais pas quoi, mais je ne souhaite pas ça. Moi, je pense que, M. Tegem, le discours radical, le discours de zèle, le discours d'ego que le RDPC a toujours travaillé avec, a toujours montré devant les Camerounais, non, c'est nous qui gouvernons, on maîtrise. Non, vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien parce que dans tous les pays du monde entier, quand il y a un souci, quand il y a un problème, même dans la famille, on essaye de faire avec tout le monde. Le vrai problème aujourd'hui du Cameroun, c'est que ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont aux affaires, ils n'écoutent personne. C'était comme s'il y a vous et il y a nous. Tant qu'on va rester comme ça, tant qu'on va essayer de prendre ceux qui sont en face, qui ne veulent pas, qui demandent la sécession, malheureusement qu'on ne veut pas, comme des étrangers, comme des Camerounais ou d'autres planètes, il y aura toujours ce problème. Moi, je pense que vous devez communiquer dans votre parti politique, le RDPC, attendre la main à d'autres partis politiques. Vous avez fait un dialogue national, c'était encourageant, c'était bien, mais pourquoi s'arrêter? Il faut continuer. Il faut continuer à dialoguer parce que ce genre de conflit, pour chuter, ce genre de conflit ne s'arrête pas au premier dialogue. Il faut dialoguer, redialoguer et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, doit quitter Yaoundé pour aller là-bas comme il était allé faire un tour à Maroua, même si c'est pour 5 minutes, peut-être que ça va un peu... Georges Tegem, la séparation ou rien, sur la table de discussion, est-ce que ce n'est pas des arguments qui également ne confortent pas ceux qui, peut-être au sein du gouvernement, voudraient bien y aller? Je vous dis, c'est que le président de la République avait répondu au ministre Tangana Mbara. Lorsqu'il était venu le rencontrer, c'est tout écrit dans le livre, pour lui dire qu'à propos de la presqu'île de Bakassi, il y avait des gens qui demandaient d'abandonner notre revendication de souveraineté, parce qu'on avait affaire à un grand pays, le Nigeria, et que les grands pays finissent toujours par se venger. Il lui a dit, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas quand on sera poursuivi pour trahison. Justement, le président de la République ne peut pas discuter la séparation du Cameroun quand il sera poursuivi pour trahison. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un sujet que le président de la République ne pourra pas aborder. Peut-être que vous serez en situation de responsabilité un jour et vous allez discuter la séparation du Cameroun. En tout cas, partage un peu votre responsabilité nous, en tant qu'allié. Non, mais non, il n'est pas seul. Je dis même M. Yédé. Ils sont là, M. Youm. Chacun s'exprime. Mais nous allons, monsieur Cissé Bamanga, voyez-vous, le dialogue pour nous est un construit permanent. Le dialogue pour nous a commencé depuis le début de la crise, à travers la mise en place des structures de règlement de la crise, d'abord posées par les catégories socio-professionnelles, je pense aux enseignants. Il y a des problèmes, il y a des commissions qui ont été mises en place au ministère de l'Enseignement supérieur, de l'éducation de base des enseignements secondaires. Et pour les avocats, il vous souvient qu'il y a eu des commissions qui ont été mises en place et on a mis en place un ensemble de structures pour régler la crise au niveau de l'ENA, mais à la Cour suprême. En tout cas, je ne vais pas revenir sur les solutions de départ. Contrairement à ce que vous affirmez, nous avons toujours privilégié la voie du dialogue. Et nous continuons jusqu'à ce jour. La preuve, c'est que, nonobstant le fait que nos soldats ont été tués, le Premier ministre, chef du gouvernement, cet après-midi, il y est arrivé. Je veux dire, dans les zones en crise. Donc, je pense que le dialogue demeure la priorité. Et contrairement à ce que vous pensez, excusez-moi, mais vous croyez que les maires de ville, c'est quoi? C'est le grand dialogue. Il y avait des délégués du gouvernement. Les maires de ville, c'est le grand dialogue. La National School for Local Administration, c'est le grand dialogue. Les conseils régionaux, c'est le grand dialogue. L'Assemblée générale dont parlait tout à l'heure M. Lee Smith, c'est le grand dialogue. Le National Independent Conciliator, c'est le grand dialogue. Ce sont des mesures qui sont en cours d'implémentation. Elles n'ont même pas encore fait un an. Vous êtes déjà en train de les critiquer. Vous nous dites que on a organisé un monologue. Vous dites même qu'il faut poursuivre et convoquer notre grand dialogue. En tout cas, nous pensons que c'est dans le dialogue. C'est-à-dire que le RDPC accompagnera tout le gouvernement dans sa volonté de dialoguer, d'aboutir à la crise par une voie amiable, au règlement de la crise par une voie amiable. Parce que je pense que ce qu'il faut privilégier, en toutes circonstances, c'est le dialogue. Et non des discours radicaux, des discours qui rappellent des événements passés et malheureux. Nous pensons qu'il faut envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Et je voudrais également rappeler que, contrairement à ce que vient de dire M. Poliou, c'est le cortège du Premier ministre chef du gouvernement qui a été attaqué là-bas le 8 décembre 2016, alors qu'il s'y rendait.
Et non le contraire. Non, je reparle parce que vous avez dit tout à l'heure que nous on a répondu toujours par la force, on a engagé aucune médiation. Je voudrais vous rappeler que lorsque la crise a commencé, lorsque le Premier ministre s'y rend, c'est pour trouver des solutions, comme l'actuel Premier ministre d'ailleurs. Donc le 8 décembre 2016, son cortège a été attaqué à l'entrée de Bamenda. Il était exfiltré pour rejoindre Yaoundé dans des conditions que tout le monde sait. Lorsque le président de la République a mandaté là-bas le ministre Garga à Manadji, c'était toujours parce qu'il disait « Vas-y, essaye de trouver une solution Garga. » Et tu reviens me dire ce que tu as trouvé là-bas sur le terrain. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, il a même utilisé ce qu'on appelle la médiation. Donc, il a toujours privilégié les bons offices, il a toujours privilégié toutes les techniques, si vous voyez ce qu'on appelle les méthodes alternatives de règlement des conflits. Donc, moi je pense que c'est sur cette voie que le RDPC accompagne le gouvernement de la République, c'est-à-dire la voie du dialogue, et nonobstant le fait que le communiqué du ministère de la Défense parle de terroristes, nous maintenons, le gouvernement de la République ne négociera pas la séparation. Le RDPC l'accompagnera toujours. C'est-à-dire l'État ne doit pas céder. La République ne doit pas capituler. Le gouvernement ne doit pas reculer. Il faut, en toutes circonstances, privilégier le dialogue. Il faut continuer à travailler avec toutes les parties prenantes dans cette crise. Il faut continuer à travailler avec tous les partis politiques qui veulent accompagner la République et non ceux qui vont dans des manifestations où il y a des drapeaux d'un État imaginaire qui est aussi aux dépens du drapeau de la République. Paul Eyo. Déjà, je voudrais vous dire, étant militant, fièrement militant de l'AFP, à l'AFP, il nous est arrivé 2 fois de parler de la crise anglophone, parce que nous sommes un parti qui est non seulement national, et qui comprend évidemment des militants anglophones. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à la fin de cette discussion, nous avons pu trouver un compromis. C'est pour dire que je ne comprends pas comment, au sein de l'AFP, nous pouvons discuter en tant que militants librement de la crise anglophone, trouver un compromis, et que nous soyons dans un système de démocratie participative où au sein de l'Assemblée nationale, qui est censé représenter les Camerounais, on ne puisse pas discuter de la crise anglophone. Ceci est quand même grave. Et je vais mettre Tegem au défi de me dire que dans le RDPC même, ils se sont regardés en face avec leurs frères anglophones, militants du RDPC. Ils ont discuté de la crise anglophone. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une duperie en réalité. Il y a ceux qui sont au pouvoir, ils pensent que le fait d'être au pouvoir, ça leur donne la légitimité d'agir à leur guise, de faire tout ce qui leur passe par la tête. Non. Ils ont juste reçu mandat d'un peuple, c'est le peuple camerounais, dans lequel figurent les anglophones originaires du nord-ouest et du sud-ouest. Et ces institutions, parmi ces institutions, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Il devrait avoir le débat à la crise anglophone au sein de l'Assemblée nationale. Il devrait avoir le débat à la crise anglophone au sein du Sénat. Je rappelle que l'honorable Wiba, une fois, lorsqu'il a pris la parole, il a été rappelé à l'ordre par le président de l'Auguste Chambre, par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril. Pourquoi? Parce que en réalité, le pouvoir du RDPC ne veut pas discuter véritablement sur la résolution de cette crise. Et c'est au sein des institutions de la République, comme celle-là, qui incarne la représentation nationale, on n'arrive pas à discuter sincèrement, comme nous l'avons fait à l'AFP, sur la crise anglophone. Je me pose bien dans la question, est-ce que c'est dans le cadre du grand dialogue où ils vont être sincères? Nous y sommes allés de manière volontaire, nous y avons travaillé, nous avons donné nos contributions. Nos contributions ont été prises en compte, on l'espère, du moins sur les papiers, ça a été noté. Mais comme l'implémentation ne dépend pas de nous, il dépend du gouvernement, nous sommes aujourd'hui obligés de suivre l'implémentation du gouvernement parce que nous ne sommes pas aux affaires. Et c'est pourquoi nous avons ceux qui sont aux affaires, qui ont la responsabilité de diriger le Cameroun, de veiller à ce que la paix revienne au Cameroun et d'être sincère et de travailler, comme Yédé le disait aujourd'hui, avec des acteurs politiques reconnus, y compris ceux des partis politiques. On peut former des délégations de chefs traditionnels, de membres des partis politiques, de journalistes, d'avocats, de docteurs. Et aujourd'hui, à l'AFP, il y a une importance très capitale des historiens, des anthropologues, tous ces gens qui constituent le socle de la société pour partir dans ces zones et dire que voici ce que c'est que le Cameroun que doit avoir. Et c'est l'identité camerounaise qui est remise en question dans cette crise. Parce qu'en réalité, comment vais-je faire pour expliquer à mon enfant que pour les affaires de français, anglais, où les Blancs sont arrivés au Cameroun, chacun a pris sa part à cause de la paix de la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne,
Et puis nous nous retrouvons à Baguette. Quelle identité camerounaise? Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la création de cette identité camerounaise et nous devons travailler. Chaque jour, nous devons nous y atteler pour y arriver. Pardon, Mais- je vais juste une phrase, parce que M. Youm vient de dire quelque chose. Mais M. Youm, vous savez, je ne sais pas comment vous travaillez à l'AFP. Vous savez ce qu'on appelle discuter à l'Assemblée nationale d'un sujet? Excusez-moi. Non, Excusez, je vais si vous vous dire. voulez parler après, la Excusez, président, excusez-moi. Vous avez dit tout à l'heure que la question anglophone n'a pas été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. elle a peut-être discuté. Je voudrais donc vous dire ceci, et ça c'est pour votre information. C'est une information que je vous donne. Lorsque vous entendez que le 24 décembre 2019, une loi a été votée, et que dans cette loi, il y a le statut spécial des zones anglophones, excusez-moi, les députés, avant de voter la loi, Oh, mais discutent. c'était- Monsieur, je vous en... Vous si vous parlez ne le du savez projet pas... de loi de la crise. Monsieur, lorsque dans la loi du 24 décembre 2019, vous voyez des dispositions spéciales qui concernent 2 régions, qui sont des régions en crise. Et avant de voter cette loi, les députés discutent en commission. Je vous le dis pour vous. C'est comme ça que l'on travaille. Vous n'avez jamais été au Parlement à la FP. Et vous savez que la commission, c'est combien de Ce que membres? je vais vous dire, Maximum 20. ce sont les députés qui discutent en commission avant de faire passer en séance Ils plénière discutent pour sur le le vote. projet de loi et donc sur la crise anglophone. Justement, Attention, avant voilà. de voter, c'est ce que je vous dis avant de voter, on dit pour le règlement de la crise anglophone, voici les propositions. On mettra en place un statut spécial, une assemblée générale, une House of Chiefs. On en discute. Et quand on vient en plénière, on la vote. C'est comme ça que l'on discute à l'Assemblée nationale. On vient par l'Assemblée nationale, on dit pour inscrire la crise anglophone. Vous avez déjà vu ça où? Mais écoutez, le RDP, Alors, c'est maître, une expérience, nous ne sommes pas des villageois. On reprend faut ces 2 être temps, essayé, dont le quand deuxième même. sera le mot de la fin. Le premier, on avait quand même vu le président de la République aller en France. Nous avait-il dit, au rendre compte au président Emmanuel Macron, de ce que s'était passé à Yaoundé dans le cadre du grand dialogue? Moi, ce sera attendu à ce qu'il vienne également rendre compte aux Camerounais, non? Excusez-moi, quand vous dites qu'il vient de rendre compte, le grand dialogue s'est déroulé ici. Tous les Camerounais étaient là. Il doit rendre compte de quoi? Il doit rendre compte de quoi alors que le grand dialogue s'est déroulé là? Et après le grand dialogue, il y a eu la loi qui a été votée. Excusez-moi, ce que vous en dites, moi je ne sais pas ce que vous voulez. Le Bah, grand quel dialogue- compte est rendu Le encore grand alors que- dialogue s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de France. Donc on aurait pu penser également que le président n'aurait plus le besoin d'aller... Non, excusez-moi. N'allez pas chercher un vocabulaire qui est très, très téléguidé. Je dois vous dire une chose. Lorsque l'on communique à l'étranger, et je l'ai déjà dit sur plusieurs plateaux, il faut faire très attention au discours lorsque quelqu'un est à l'étranger. Parce que il y a des gens qui, parce qu'ils sont à l'étranger, prennent des décisions. C'est pourquoi vous avez vu, on vous dit souvent Marcoussi 1, Marcoussi 2. C'est quand on présente Marcoussi à quelqu'un, on dit signe, il dit en tout cas pour arriver chez moi, je préfère signer. Lorsque quelqu'un est à l'étranger, il faut faire très attention au discours qu'il tient. Donc, moi je pense qu'au niveau du Cameroun, le grand dialogue a restitué ses travaux. Les recommandations étaient implémentées à travers une loi. Désormais, on a voté les conseillers régionaux et le Premier ministre chef du gouvernement, président du comité de suivi des résolutions du grand dialogue est aujourd'hui sur le terrain. Je pense que c'est pour continuer à discuter avec les populations qui sont les premières à bénéficier des mesures qui ont été prises dans ce cadre-là. Je crois qu'en restituant ou alors en s'assurant de la bonne exécution des résolutions, le gouvernement communique implicitement sur les résolutions qui ont été prises à l'occasion du grand dialogue, en demandant encore une fois aux populations d'être patientes parce qu'on ne fait pas en 2 ans, on ne règle pas en 2 ans ou en 1 an une crise qui a duré 4 ans ou une crise qui perdure depuis un certain nombre d'années. Je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, le président de la République a reconnu que on s'est trompé au départ parce qu'on avait pensé à une assimilation. Maintenant, il faut revoir la stratégie. On est en train de revoir la stratégie dans le sens d'améliorer la qualité de l'action de l'administration dans ces régions en crise. D'accord. Question de sortie à tous les panélistes. Que peut-on attendre de cette descente de Joseph Diongouté dans la région du Sud-Ouest, Cissé Babanga? Personnellement, au FSNC, nous avons beaucoup d'espoir parce que vous savez que, comme je disais tout à l'heure à Maître Tegem, que nous sommes des alliés, bien qu'être un allié ne veut pas dire qu'on est des aliénés. On surveille de très près ce qui se passe et on garde espoir parce que le Cameroun nous appartient. Le Cameroun n'appartient pas qu'au RDPC, bien qu'aujourd'hui c'est le RDPC qui est aux affaires. Nous sommes derrière, nous faisons des propositions, nous contrôlons à ce que ce qui se passe se fasse très bien. Moi je pense que John Gouté, il va aller une fois de plus là-bas
il va essayer de ramener des petits trucs positifs, mais la vraie solution de la crise anglophone appartient au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et nous savons très bien qu'à son âge, à cet âge, avec tout le vécu, toute l'expérience que ce monsieur a, je sais très bien que nous savons très bien qu'il a envie de sortir vraiment par la grande porte. Mais aujourd'hui, n'oublions pas qu'à côté, vous avez certains partis politiques, certains individus, certains ennemis aussi qui sont là, qui ne facilitent pas la chose. Donc, le combat va être rude entre ceux qui aiment ce pays, ceux qui soutiennent l'armée du Cameroun, ceux qui sont en train de bosser pour que le Cameroun reste uni et indivisible, et ceux qui n'aiment pas ce pays. Mais vous savez très bien que le temps est le maître de tout, et la vérité aussi est un maître. Moi, je pense que le Cameroun est unique et divisible. Le FSNC va veiller à ce que John Gouté ramène beaucoup d'espoir pour que les choses continuent très bien. Que peut-on attendre? Déjà, je réitère mon soutien pour la démarche du Premier ministre et toute démarche qui vise à ramener le dialogue, mais je ne me fais pas d'illusions. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la solution, ce n'est pas au niveau du Premier ministre, c'est bien plus haut. C'est au niveau d'une démarche nationale, d'une grande démarche nationale, parce que nous avons la concertation, grand dialogue, mais les résultats peinent à arriver. Il faut maintenant une grande démarche nationale, et celui qui peut l'impulser, c'est le président de la République. Vincent Yédé. Je crois que le Premier ministre fera ce qu'il a l'habitude de faire. N'oubliez pas qu'il ne prend pas de décision. Il va juste essayer de discuter avec les gens, il va écouter les gens et il ira rendre compte. C'est ce qu'il a toujours dit et c'est ce qu'il va faire. Mais ce que moi j'attends le plus, c'est que dans les prochains jours, qu'il y ait des sorties, n'est-ce pas, des faucons pour diluer son action sur le terrain, comme ils l'ont toujours fait. Parce que je vous dis, il y a des gens qui ne veulent pas que la situation s'améliore. Et le Premier ministre est justement de ceux qu'on estime, n'est-ce pas, être modéré et qui peut essayer de faire avancer les choses. Mais, toujours, il y a ces résistances-là qu'il va rencontrer. On va revenir à la case de départ. Il faut absolument que, comme nous l'avons dit, j'en profite pour réitérer, n'est-ce pas, l'appel du PCN. Nous voulons que le chef de l'État instaure, n'est-ce pas, un état d'exception dans cette zone pour renforcer, n'est-ce pas, le pouvoir de l'État central. Merci. Et maintenant réengager les passerelles de dialogue. Georges Teghem. Écoutez, une mobilisation générale. Que les Camerounais fassent de la résolution de cette crise une grande cause nationale. Nous attendons des partis politiques un accompagnement positif. Nous attendons également de tous les acteurs, tous les acteurs de la société, que ce soit les politiques, les syndicalistes, les leaders d'opinion et tous les éléments ou alors tous les acteurs des corps sociaux. Une mobilisation générale pour accompagner le gouvernement dans cette œuvre titanesque. C'est une œuvre difficile, vous le voyez tous, c'est une œuvre qui nécessite un effort constant, un dialogue permanent, et nous ne pensons pas qu'il faut renforcer les pouvoirs de l'État, comme disait tantôt un représentant du PCRN, c'est-à-dire un renforcement des pouvoirs de l'État central. Nous pensons plutôt qu'il faut davantage céder des pouvoirs du sommet vers la base pour permettre aux populations d'être associées au processus de prise de décision qui les concerne. Nous croyons que c'est ainsi que nous pourrons trouver une solution à cette crise qui menace notre vivre ensemble et surtout notre unité nationale. Merci à vous, cher monsieur, sur le plateau. Merci également à Elie Smith depuis Boya qui a apporté sa contribution dans cette émission. Merci à Désiré Alain Elélé, oui, là en ce moment dans la délégation avec le Premier ministre. Merci à Désiré Alain Elélé qui nous a fait l'amitié d'intervenir depuis New York pour un certain nombre de clarifications. Merci à vous à la maison qui regardez ce programme, vous les habitués, mais également vous les nouveaux téléspectateurs. Mardi prochain à 21h, on aura notre rendez-vous. Bonsoir.